On est bon ? Bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue pour ce nouveau rendez-vous de Penser le présent ce soir, qui est dédié ce soir à Thomas Lévillane et au lancement de sa monographie « La fin du banal », que vous pouvez voir ici, et qui sera signée à l'issue de cette rencontre, où vous êtes tous attendus dans le vestibule un peu plus loin pour poursuivre, pour vous faire dédicacer la monographie de Thomas Lévillane, qui est éditée par les éditions des Beaux-Arts de Paris. Donc je remercie évidemment Pascal Le Thorel et Isabelle Dupasquier qui sont avec nous dans la salle et avec qui nous organisons ce soir ce rendez-vous de Penser le présent. Je remercie évidemment chaleureusement Thomas Lévillane pour avoir initié ce rendez-vous, cette formule ce soir. On avait réfléchi à différentes invitations possibles. Qui pouvait converser ce soir avec Thomas Lévillane ? Les invitations étaient multiples. Le catalogue témoigne de nombreuses participations. Mais on s'est dit qu'on était aux Beaux-Arts de Paris, que cette école, Thomas la connaissait de l'intérieur, l'avait expérimentée il y a une vingtaine d'années, que sa chaîne Les Apparences, que vous êtes nombreuses et nombreux dans la salle à suivre, était plus que regardée par la communauté étudiante. Et nous nous sommes dit que quoi de plus intéressant que d'avoir de jeunes artistes encore étudiants aux Beaux-Arts de Paris pour mener l'entretien. Thomas aime mener des entretiens, mais pourquoi pas ce soir renverser la situation. Et avec Tim Ettel, nous avons proposé à quelques-uns des étudiants et des étudiantes de son atelier, de jeunes peintres, qui sont avec nous ce soir, Félix Crossono, Victoria Oreshko, Eugénie Didier, Yeva Krapova et Zoé Jane Clark, et à qui je vais laisser très vite la parole pour mener la conversation avec Thomas. Donc on est ravis de cette expérimentation qui sera suivie d'un joyeux moment festif dans le vestibule. Donc bienvenue Thomas, et je laisse tout de suite la parole à Félix et Thomas. Merci Audrey, merci beaucoup. Merci à tous d'être ici, merci d'être venus. Merci aux gens qui regardent ça sur YouTube dans le futur. Merci Thomas, bienvenue. Merci à vous. En fait, Audrey a tout présenté, merci tout le monde. Merci Audrey, vraiment. Comme tu l'as dit, Thomas, tu as étudié dans cette école il y a une vingtaine d'années. Là, tu y retournes. Tu as étudié dans un moment aussi où on l'a beaucoup entendu en tant qu'étudiant. C'était un moment qui était assez étrange pour la peinture. Tu vas peut-être nous en parler. Et tu reviens 20 ans après pour y éditer une monographie d'une œuvre peinte, de ton œuvre peinte. Comment ça se fait ? C'est Monte Cristo. Donc, oui, je voulais juste préciser que j'ai demandé à Nils, donc Nils Lelac qui est là, avec qui je fais les apparences. Quand les étudiants vont parler, on va voir leur travail à l'écran. Et puis le reste des images, c'est des images en fait, qui viennent du livre. Voilà. En fait, quand je suis rentré aux Beaux-Arts de Paris en 1998, comme beaucoup d'étudiants à l'époque, j'avais 17 ans, c'était assez simple et je voulais faire de la peinture. Et en fait, il s'est avéré qu'il y avait une ambiance, une espèce de doxa anti-peinture que j'ai beaucoup documenté, donc je ne vais pas parler longtemps ici. Mais il y avait comme ça une ambiance au fait que c'était fini, que c'était la fin de l'histoire aussi, c'est-à-dire que le capitalisme avait gagné, que le mur était tombé, et qu'il n'y avait plus, en gros, que des jeux formels ou intellectuels. Il n'y avait plus aussi que la photographie venait d'arriver aux Beaux-Arts de Paris en force avec le cibachrome et tout ça. Le cibachrome aujourd'hui a disparu, mais c'était très à la mode, la vidéo, le cibachrome et tout ça. La technique et l'innovation étaient comme ça très poussées. Et c'est vrai que nous, on est arrivé comme ça, je vois Mireille Blanc qui est dans la salle, qui est un peu plus jeune que moi, mais on est arrivé dans un moment un peu étrange où on allait dans une école pour apprendre un métier dont on nous disait que c'était fini, quoi. Et il y a eu aussi en climax de mon séjour aux Beaux-Arts de 1998 à 2004, le fait qu'en 2000, il y a eu une exposition qui s'appelait « Ce sont les pommes qui ont changé », qui était une exposition de peinture figurative par Hector Obalk et Didier Semin.
Et en fait, c'était la dernière exposition du vivant de Gilles Ayot. Il y avait aussi François Boiron, Philippe Cognier, qui sont ensuite devenus des professeurs aux Beaux-Arts. Mais ça a fait c'est une exposition qui a fait scandale. C'est-à-dire qu'il y avait à la fois beaucoup de public d'un côté, et de l'autre, des professeurs des Beaux-Arts qui faisaient des pétitions contre l'exposition parce qu'ils trouvaient ça trop ringard, réactionnaire, voilà. Et donc ça, c'était un moment un peu étrange comme ça, où je découvrais que mon métier était aussi problématique. Je dois dire qu'on en reparlera après, ça va beaucoup mieux pour la peinture aujourd'hui en France. C'est ça la question. J'étais très heureux de faire ça au Beaux-Arts de Paris, grâce à Pascal Le Torel qui nous a accueillis avec Magali, on va en parler un petit peu après. Mais donc c'était c'est vraiment chouette de faire ça dans ce cadre-là, parce que c'est pas une vengeance, mais disons que j'ai moins mal au ventre en arrivant dans la cour. Merci beaucoup, merci Thomas. Nous, on voulait surtout commencer par le début. Eugénie. C'est moi. Super. Ravi. On voulait commencer par le début parce que, comme étudiant, on n'a pas l'expérience de faire un livre, une monographie de tout notre travail, vu qu'on n'a pas assez de travail encore. Et on voulait te demander comment ça se passe, comment tu commences du tri des images à l'édition du monographie, comment ça se passe? Et donc on va regarder ça ensemble. Je vais faire un petit tuto de comment faire un livre, parce que moi j'aime beaucoup la fabrique. Donc on est parti avec ma galerie, les Philippe Calvert et Stéphane Magnan et Marie Magnier, sur des envies d'abord de livres. Donc les envies de livres, c'était on copie. Voilà, moi je commence par copier. Donc il y avait 2 livres qui me plaisaient beaucoup. C'était ce Cézanne Portrait, parce qu'il y avait cette coupe franche que j'aime beaucoup. Voilà, il y a un côté objet dur et tout ça. Et il y avait une mise en page d'un livre de Mondrian pour la Fondation Beyeler que j'aimais beaucoup, où ça se jouait tout en étant très sérieux avec les images. Et pour commencer un livre, pour commencer une envie de livre, ça commence par le pognon. Donc le pognon, c'était quoi? C'était d'avoir un prix de l'ADAGP, qui est un prix qui s'appelle le prix monographie, qui existe depuis 15 ans maintenant. Et donc là, je vous montre ça parce que ça m'amuse beaucoup. C'était le calendrier, j'ai retrouvé ça hier, c'est le calendrier prévisionnel. Donc on devait faire ça en mars 2023 et finir en avril 2024. Bon, on est en avril 2025, c'est comme ça, voilà. C'est le temps de l'art, voilà, c'est le moment où on se prend du temps. Puis on va voir que dans l'histoire, d'un coup, le livre a été aussi nourri par une espèce de conclusion par le Jour des peintres, donc c'était pas si mal que ça se passe comme ça. Et donc on fait des devis, des machins, tout ça. Et puis finalement, on a eu le prix ADAGP, on a aussi eu une aide du CNAP. On est allé voir les Beaux-Arts de Paris pour qu'ils acceptent de nous éditer. Et après, on repart de zéro. Et donc ça, c'est un truc que je donne comme conseil aux étudiants, c'est que moi, j'avais une base de données de mes peintures, c'est-à-dire que chaque peinture que je fais, alors j'en fais pas beaucoup, mais elle est prise en photo en haute def, de très bonne qualité, ce qui fait que la plupart des images qui sont dans ce livre, il y en a 188, je les avais en très bonne def, quoi. Donc ça, c'est un truc super bien à faire dès le début, c'est d'avoir tout de suite des bonnes def, parce qu'en plus, c'est votre seule richesse, parce que comme vous allez tout vendre, parce qu'aujourd'hui la peinture c'est à la mode, vaut mieux garder les hautes def comme une richesse pour plus tard, quoi. Et donc là, on avait fait quand même un petit exercice avec on avait fait un petit exercice avec ma galerie qui était de reprendre, on a pris une douzaine de peintures anciennes, on est allé chercher pour les reprendre. Donc on a pris les vieux tableaux pour aller les prendre en meilleure qualité, pour pouvoir avoir de meilleures qualités. Ensuite, il y avait ce gag que je trouve très beau, qui est très concret on choisit un papier. Donc c'est un peu abstrait, on cherche comme ça. Donc ça, c'est j'ai travaillé avec le studio Agnès Dahan et Raphaël Piquet. Et donc on en est à choisir des papiers, voilà. Et après on va passer vite. Il y a évidemment la mise en page que je vous laisse. C'est pas très visuel, mais voilà. En gros, ça rumine très fort. Il y a les textes dont on va parler après, donc je vais passer ce passage-là. Et ensuite, voilà, il y a ce qu'on appelle la photogravure. Alors ça, c'est un truc complètement de psychotique qui m'a beaucoup plu. J'ai découvert ça, on m'a dit qu'il y en avait pour 2 jours, j'y ai mis 8 à peu près, avec un monsieur qui s'appelle Eric, qui c'était son dernier livre, voilà, il allait prendre sa retraite, donc il était très impliqué d'un coup, voilà. En gros, il imprime des images, on fait comme un espèce on fait un test pour l'imprimerie pour plus tard, où on dose les images, les couleurs, le bleu, le rouge et tout ça. Et on n'a pas le droit d'être sur ordinateur, donc ça c'est vraiment embêtant pour moi parce que j'ai envie de tripoter tout. Mais là d'un coup, reviens Nils. D'un coup, il faut donner des mots comme ça. Donc on met des mots sur les images, voilà, plus gris, plus bleu, je sais pas quoi, et on imprime, on réimprime. Voilà. Et je dois dire qu'il a fallu faire une petite crise. Je ramenais du chocolat ou des choses comme ça parce que au bout de 4 jours, je lui ai dit voilà, là l'image, si elle peut être aussi bonne que ça, faut tout reprendre. Et donc on a tout repris. Enfin voilà, c'était assez intéressant. Et après, on se retrouve en imprimerie. Donc ça, c'est à Gand, chez Graphus. Donc là, on ramène ce qu'on a choisi comme photogravure la mieux. On a dit à peu près le réglage de la machine. Et après, il y a un truc hyper bizarre. Ça, j'ai rien compris, donc je vais pas faire semblant de comprendre.
Mais en gros, ils ont des plaques comme ça où on dit bah, ça sera je sais pas, le jaune, le noir, le bleu, voilà. Et ils mettent ça dans une grosse machine qui est comme ça, vous voyez, où il y a toutes les plaques comme ça, tac, 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 tac. Et d'un coup, on retourne à la peinture, puisque si Nils veut bien mettre l'image, voilà, on va arriver avec ça. C'est Raphaël Piquet dans un plan à la Gus Van Sant, que je vous dis que ça. Elephant, on reconnaît. Et donc on arrive dans cette espèce de grand truc Graphius, là, voilà, qui est à Gand. On se lève hyper tôt, évidemment. J'avais dormi 1 heure, c'était n'importe quoi. Et là, en fait, on fait page par page. Donc, en gros, on a 16 images à régler en même temps. Et on peut doser un tout petit peu, comme une imprimante, on va dire, normale. Sauf que d'un coup, on peut doser un peu les couleurs. Voilà. Et donc, on arrive dans ce truc-là où ils ont leur modèle qu'on a amené de la... Je vous en prie, bienvenue. On a le modèle et on compare comme ça les petits jeux. Alors je me suis amusé de faire un petit montage, voilà, donc ça c'est le gros tas de papier qu'on a choisi, voilà, donc c'est un gros tas de papier. Ça va très très vite, je crois que c'est 180 pages à la minute, un truc comme ça. Voilà, et c'est très spectaculaire, il y a beaucoup de bruit, donc là vous n'avez pas beaucoup de bruit. Voilà, moi j'aime bien les machines, j'aime bien la fabrique, donc je trouve ça marrant de vous montrer. Et ce qui était intéressant, c'est que donc on a ces petites plaques là comme ça, avec il y en a je crois 12. Mais au final, au-dessus, pour nourrir la machine, c'est vraiment de la peinture, quoi. C'est-à-dire c'est du jaune, du bleu, du rouge, mais presque dégoûtant. Voilà. Je trouvais ça un peu sensuel, donc je voulais faire un peu des images. Voilà. Peut-être on va finir sur le bleu parce que le bleu il est quand même cool. Voilà. Nils, si tu peux changer. Attention, il y a un gros prout. Voilà, on a quelques prout, c'est pas grave. Voilà. Et donc d'un coup, on arrive à ce truc concret. Nils, si tu peux passer encore un petit peu. Voilà. Donc ça devient très concret, le livre. Et avec ce gag que j'avais pas compris du tout, donc je vous raconte ça, c'est que d'un coup on peut avoir un feuillet qui est d'un certain truc, et l'autre feuillet, donc c'est par 12, qui est d'un autre tirage, mais il faut qu'évidemment les deux aillent ensemble, quoi. Donc c'est un peu compliqué, voilà, c'est assez mental, c'est assez long, parce que ça a mis 1 jour et demi, et Nils, si tu peux finir juste, on va finir. Donc voilà, ça c'est Raphaël Piquet qui trouve ça très rigolo, les trucs ratés. Et là on arrive à tous les livres, donc là il y a 2800 livres voilà, qui ne sont pas reliés encore, mais voilà, ça, Nils, tu peux remettre... Voilà, ça c'est tous les livres. Voilà. J'arrête. Incroyable. C'est très long. Merci beaucoup pour le tips sur prendre les peintures. On le prend. On le prend. C'est quand même fascinant combien de personnes ont travaillé sur ta monographie, toute une team de gens qui ont participé dans ce projet. Mais toi, ça te fait quoi une fois que le livre est imprimé, que tu l'as tenu dans ta main, et tu t'es dit, voilà, il y a 20 ans de mon travail qui est là-dedans? Il y a un effet chapitre, quoi. Donc d'un coup, on peut passer à autre chose ou avoir envie de changer les idées. Surtout que là, comme vous avez vu, j'ai peut-être passé 6 mois à reprendre et ressasser comme une espèce de prière toutes les anciennes images. Donc c'est assez facile d'avoir envie de faire autre chose, quoi. Voilà. Et après, ce qui m'amusait le plus, c'était que le fait que moi, on va en parler aussi, mais j'ai un travail très disparate, comme ça, qui part un peu dans tous les sens. Dans une exposition, j'aime bien qu'il y ait de la variété et tout ça. Et là, c'est vrai qu'il y a peut-être plus de cohérence à voir ça dans un bloc, un objet, parce que on voit que sur presque 15 ans, il y a des choses que je retrouve qui se remènent. Et je dois dire, pour l'instant, mon grand plaisir, c'est de voir que des enfants passent du temps dessus. C'est-à-dire que c'est un livre qui a de la mâche, on pourrait dire, c'est-à-dire que c'est long à regarder, quoi. Même moi, quand on commence à tourner les pages, c'est vraiment long, quoi. Ça, c'est un truc qui me plaît beaucoup. Voilà. Est-ce qu'il y a des peintures que tu n'as pas mis dedans parce que, je sais pas, t'as honte ou t'as pas envie que ça soit vu par des autres Alors, j'ai mis quelques croûtes à des endroits en plus petits. J'ai mis quelques mauvais tableaux et puis j'ai enlevé beaucoup de mon travail érotique parce que c'est un sujet qui m'intéresse beaucoup, même pornographique on pourrait dire, mais j'avais envie que le livre soit accessible. J'avais fait un petit livre avant où ça pouvait plus être accessible aux enfants et je trouve ça dommage de se priver de ce public-là. Donc là on a fait un truc un peu soft, quoi. Et j'ai même déjà eu des remarques sur le fait qu'il y avait un petit peu trop de fesses dans le livre, alors qu'il n'y en a vraiment pas beaucoup, hein, Mais pourquoi en fait ce serait bien que les enfants puissent voir ça? Encore une fois, c'est à qui on s'adresse. C'est-à-dire, est-ce que je m'adresse à un public particulier, spécialiste d'art contemporain, qui serait hyper pointu et tout ça, ou est-ce que je m'adresse à tout le monde? Et c'est vrai que moi, j'aime bien l'idée de faire des choses pour tout le monde, quoi. Voilà. C'est-à-dire que ça serait on pourrait dire que ce livre, qui devait être vendu à tout le monde, c'est un livre. Pour moi, j'essaie de dire des petits bouts de vérité ou des bouts de quelque chose de vrai, ou de juste dans mes tableaux, et donc j'aimerais bien que ça relie les gens, donc j'essaie de toucher le plus large possible, quoi. Voilà. Okay. Et c'est vrai que moi je trouve que les enfants c'est des bons juges, hein. Oui, très bons juges même. Dans ce livre, il n'y a pas que des images. Pardon, désolé. Dans ce livre, il n'y a pas que des images, mais il y a aussi des textes. Donc il y a des textes il y a une préface de Justine Triet.
Ensuite, un texte d'Aurélien Bélanger, Judith Pigeon et Cécile Debray. Quand j'ai lu ces textes, ils étaient tous super, mais ils étaient tous assez durs, je trouve, envers ta personne et ton personnage. Donc dans la première page, déjà, ils disent Thomas est la personne la plus cruelle, la plus dure et tranchante autour de moi. Est-ce que tu as laissé une liberté totale aux gens d'écrire sur toi, ou est-ce que c'était voulu d'avoir un peu un personnage cru ou... Alors dans le choix des textes, ce que je voulais pas, c'était d'avoir du gris, c'est-à-dire un texte qui vraiment apporte rien. Je sais bien que, désolé Aurélien Bélanger qui est dans la salle, mais il y aura peut-être 5% des gens qui achètent le livre qui vont lire le texte, parce qu'en plus il est un peu long, mais au moins que si on le lit, il y a quelque chose qui se passe, quoi. Voilà. Et donc c'est vrai que c'est aussi ma manière de représenter, dont j'ai de parler d'art, ou que j'aime qu'on parle d'art, et c'est que j'aime bien que ce soit vivant. Et donc si c'est vivant, bah oui, il faut qu'il y ait un peu des âpretés, il faut un peu qu'il y ait des... Donc je les ai laissés libres tout en sachant qu'ils allaient, tout en les laissant être un peu durs. Donc par exemple Aurélien, je l'ai un peu poussé à ce qu'il y ait un peu de ma part de bénéficiaire familial dedans, qu'il n'y ait pas forcément qu'un panégyrique comme ça, on dit c'est le meilleur artiste du monde. Voilà, je m'en fiche un peu, même l'idée de l'artiste comme grand auteur et tout ça, je trouve que c'est un truc qui m'intéresse pas trop. Ce qui m'intéressait plus, c'était de montrer une sensibilité. Et après, c'est vrai que moi, on s'est rencontrés pendant une après-midi à mon atelier il y a 10 jours, et vous m'avez parlé du fait que ça vous choquait un peu qu'on dise que je sois cruel et tout ça. Cruel, c'est hyper dur. Et c'est vrai que là, pour le coup, je pense que c'est un conflit générationnel. C'est-à-dire que peut-être moi, à mon époque, ou même dans mes lectures et tout ça, la cruauté, c'est aussi une qualité. Je pense à un livre de Clément Rosset, qui est un philosophe que j'aime beaucoup, qui s'appelle Le principe de cruauté, où il décrit le fait que quand on fait une théorie, il faut que la théorie abîme elle-même la personne qui évoque cette théorie. C'est là où on peut sentir que c'est un peu juste, quoi. Et c'est vrai que moi, j'ai les goûts de quelque chose qui serait un peu ensanglanté, un peu abîmé, parce que ça prouverait que ça soit un peu juste, quoi. Voilà. Mais après, c'est notre rapport à l'existence. Hein, c'est-à-dire, moi, j'estime que l'existence n'est pas si facile que ça, et que c'est pas. Je pense à Baudelaire qui est cité dans le livre aussi, dans l'entretien avec Cécile Debray, où je parle du fait que c'est un ardent sanglot qui court d'âge en... Baudelaire décrit la peinture comme un ardent sanglot qui court d'âge en âge. Bon, bah, c'est un sanglot, quoi. Voilà. Donc c'est pas quelque chose de si facile. Et après, mon rapport à la cruauté par rapport à Justine, c'est aussi parce que j'ai été pendant très longtemps, plus du tout aujourd'hui, mais pendant très longtemps, elle m'a demandé beaucoup de conseils sur regarder son travail et dire les choses franchement, avoir un regard un peu froid sur son travail, ce qui a été très utile à un moment donné. Puis à un moment donné, je lui ai dit trop la vérité, on s'est fâché sur un film, puis après, elle m'a plus jamais redemandé. Et est-ce que tu as des Easter eggs dans ton livre, les trucs cachés, que tu voudrais nous en parler ? Donc ça, comme alors il y a plusieurs choses. Bah là, je vous avais montré ça parce que j'étais étonné que vous l'ayez pas vu quand même. J'ai mis toute ma technique de la peinture en une petite photo toute pourrie écrite à la main. Voilà. Donc c'était j'ai des petits cadeaux comme ça pour moi. Encore une fois, c'est un livre d'images. Moi, j'aime beaucoup les livres d'art et les livres d'images. Et j'essayais de mettre des petits points rigolos. Donc là, par exemple, c'est la photo d'origine de mon tableau où on voit que c'est du montage. Voilà, montrer un peu de la fabrique. Je trouvais ça intéressant. Puis et puis il y a le fait que dans l'entretien que j'ai fait avec Cécile Debray, on a fait un entretien, on s'est retrouvés au mois d'août, on était tous les deux crevés, on a parlé pendant 8 heures pour faire l'entretien, donc c'était un entretien monstre. J'ai utilisé l'IA pour retranscrire le texte, mais d'un coup ça me faisait 200 pages de texte, bon, c'était un espèce de cauchemar comme ça. Et j'ai reconstruit un peu l'entretien avec un autre entretien que j'avais fait en 2011, en me disant, tiens, en fait, en 2011, je disais déjà des trucs avec lesquels j'étais d'accord, donc j'ai fait des copier-coller. Voilà. Donc là, je le dis là, mais voilà, donc c'était une manière c'était un petit jeu avec moi-même de me dire, voilà, si j'étais d'accord avec ça en 2011, pourquoi pas il y a des petits morceaux comme ça, des petits blocs de phrases que j'avais mis du temps à réfléchir, que j'ai fait. C'était un moment au mois d'août où j'étais aussi en train de faire le jour des peintres, donc c'était pas évident de faire tout. Voilà. Super. Eugénie, tu as parlé des textes, tu as posé des questions sur les textes, mais il y a 4 mots qui sont hyper importants, qui sont sur la couverture, la fin du banal. Est-ce que tu peux nous en parler ? Oui, alors ça c'était comment... moi j'adore trouver des titres d'exposition, donc mes titres d'exposition sont jamais très très gais, puisque j'ai quand même fait là l'impuissance, l'asphyxie... qu'est-ce que j'ai fait ? J'ai fait aussi la fragilité, bon c'est plus poétique, mais voilà. Et donc un titre c'est vraiment comme un parfum de l'objet, et là la fin du banal, je trouve que ça racontait bien... ne serait-ce que dans la progression des images, mon parcours de peintre, qui est un parcours assez étrange finalement, et que Aurélien Bélanger a vraiment dialectisé dans son texte, c'est le fait d'être un peintre figuratif,
Voilà, je cherchais la tradition, j'adorais l'histoire de l'art, j'avais pas de problème avec le fait de faire quelque chose qui n'était pas forcément innovant, de peindre la banalité, le monde tel qu'il est, ce qu'il se passe quand il se passe rien. Et puis en fait, en progressant comme ça dans ma vie, d'essayer de peindre le plus profondément les choses, et puis en fait, de voir que cette réalité-là, elle s'échappait de mes mains, c'est-à-dire que les choses s'effondrent, qu'avec la dérive climatique, c'est vrai, ça existe. Là, on est quand même, alors on va dire que c'est de la météo ce que je vous fais, mais on est quand même 10 degrés au-dessus des normales saisonnières aujourd'hui. Vendredi, il va faire 27 degrés, ce qui est absolument absurde pour un mois de mai. Enfin bon, voilà. C'était vraiment un petit détail, mais oui, si je devais être plus concret, le fait est qu'il m'est arrivé de peindre des choses qui ont disparu, que quand je m'intéresse à une vache, d'un coup j'apprends qu'il y en a plus que 400 dans le monde. Enfin voilà, en gros la banalité que je pouvais aimer, les saisons par exemple, les saisons c'est fini. Enfin voilà, c'est une chose que je vois de loin ou avec du temps, avec du décalage en tant que peintre, on est très sensible, je pense, au temps qui passe. J'ai passé peut-être par exemple 12 ans au même endroit tous les étés à peindre en slip. Avant il y avait des insectes chez moi, maintenant il n'y en a plus quoi. Voilà. C'est des micro-choses comme ça, mais c'est un vrai. Alors on pourrait dire que c'est pas grave ou je sais pas quoi, mais en gros c'est un saccage lent comme ça qui m'a intéressé à prendre en charge dans ma peinture parce que ça me paraissait immoral presque de pas le prendre en charge. Ce qui a vraiment modifié profondément ma peinture, puisque je me suis mis à avoir des sujets plus durs, à fouiller des nouveaux sujets, des nouvelles représentations grâce à ça, quoi. Voilà. Et donc la fin du banal, c'est simplement que le banal on va dire privilégié que je représentais, je le vois disparaître. Sympa. Merci. La prochaine question, c'est parfait. Ça m'intéresse beaucoup parce que moi, je me suis pas mal posé cette question. C'est tu parles des sujets qui sont assez graves, assez choquants, assez lourds, qui est la catastrophe ou les problèmes climatiques, mais tu choisis quand même peindre des images assez calmes. Donc on dirait qu'il y a une espèce de distance entre l'image et la problématique. C'est ton choix parce que ça te permet d'être plus accessible. Enfin, ça te permet de mieux transmettre le message. C'est quoi tes raisons? Transmettre le message, sûrement pas, parce que ça, c'est vraiment pas de l'art, quoi. On va dire, si je voulais faire transmettre un message, je serais un militant ou je fais de la communication comme ça. Mais c'est plus ça. Moi, j'écris ça en disant, au lieu de poser la question, c'est de faire vivre la question. Donc, par exemple, là, c'est le Bosco de la Villa Médicis, qui est un lieu, on va dire, immémoriel, qui est là depuis 2000 ans. Mélusine a été assassiné dans cette forêt et tout ça. Et moi, je suis allé, j'étais pensionnaire là-bas en 2019-2020, et j'ai vu 15 arbres tomber dedans. Donc, et on m'a dit, voilà, c'est fini, parce que, alors peut-être attends un petit peu, Nils. On m'a dit c'était fini parce que, voilà, en fait, avec la dérive climatique, les vents sur Rome ont augmenté, ce qui fait que là, donc moi, je me suis mis à faire un grand fusain géant de 4 mètres sur 3, en disant, voilà, c'est à la fois nostalgique et puis à la fois, je montre quelque chose qui va disparaître. Ce qui me paraît quand même dingue, parce que la Villa Médicis, c'est l'endroit le plus patrimonial du monde, c'est-à-dire qu'on a des peintures de Velázquez du même endroit, on a des peintures de tout le monde, de Ingres et tout ça. Donc c'est quand même étonnant de voir ce lieu saccagé aujourd'hui. Et j'y suis passé, par exemple, il y a exactement un mois. Là, tu peux y aller. Et en fait, alors ça se voit pas très bien sur les photos, malheureusement, mais vous voyez qu'il n'y a plus de troncs. En fait, c'est-à-dire que d'un coup, les arbres, il n'y en a vraiment plus. C'est plus une forêt. C'est des gros bosquets. Ils ont remplacé. Moi, je pensais que j'avais été catastrophiste en disant ça. Même pas, parce que 6 ans après d'avoir fait ce fusain, en fait, il n'y a plus de troncs. Nice encore, un petit peu. Voilà. Et donc, tout est coupé. Et il n'y a plus que des gros bosquets pour cacher que c'est pas une forêt, en fait. Non, c'est des bosquets en forêt, quoi. Voilà. Et donc, ça, c'est ce genre de truc d'acter ça. Est-ce que c'est militant ou pas? Je ne sais pas, mais en tout cas, c'est montrer comme les choses sont. Et alors après, pourquoi ce calme? Parce qu'il y a il y a un problème énorme, à mon avis, aujourd'hui, dans notre esthétique, c'est qu'en fait, on aime la catastrophe. C'est-à-dire que Los Angeles en feu, c'est trop beau. On va pas se mentir, ça fait des photos, mais incroyables, quoi. Que quand on regarde les films à succès, c'est des films de super-héros où les gens se bagarrent avec des gros et des gros dans tous les sens. Et qu'en fait, cette esthétique-là, pour moi, elle vient de la peinture. Hein. C'est un vieux truc. C'est l'esthétique du sublime selon Burke, c'est-à-dire les romantiques allemands qui voyaient la catastrophe de loin et qui appréciaient la catastrophe de loin parce qu'ils savaient qu'ils n'avaient pas été engouffrés, quoi. Là, la question, c'est comment représenter la catastrophe en sachant que le spectateur que je
que le paysage que je suis en train de montrer au spectateur va le manger. Voilà. Donc c'est une autre distance. Et donc le côté froid, glacial, ou le côté calme, serein de ces choses, c'est aussi parce que je trouve que dans la peinture, on retrouve, dans le fusain ou dans le dessin, on retrouve aussi notre rapport au réel. C'est-à-dire que se rejoue, quand on est là comme ça, de manière dans une salle comme ça, notre rapport au mur et tout ça, se rejoue le monde des apparences dans la peinture. C'est reformulé comme ça. Et donc ce rapport-là, calme et indifférent du monde du réel par rapport à nous, j'essaie de l'avoir dans la peinture. C'est-à-dire que la peinture soit indifférente au spectateur, quoi. Il y a un côté comme ça de confrontation où je rejoue ce rapport au réel. Puisque qu'est-ce que c'est que la peinture ? Enfin, pour moi, la vraie truc magique de la peinture, c'est de jouer aux apparences avec les instruments du réel, c'est-à-dire de la boue, du caca qu'on refait, puis d'un coup on reformule ce truc-là et ça crée une espèce de reconstruction des sensations comme ça qui est vraiment intéressante, qu'un objet vraiment intéressant et sensible, quoi. Voilà. Je sais pas si j'ai répondu. Si tu veux m'engueuler, vas-y. Hein. T'as complètement répondu. On mettait une note à la fin ou... Oui, on mettra une note. Et toi, nous on voit beaucoup dans ton travail l'écologie, des sujets hyper durs et actuels, mais quand on regarde ta monographie, on voit quand même ta vie. Je veux dire, il y a ta grand-mère sur son lit de mort, il y a tes amis qui font la fête, il y a plein de trucs sur toi. Et aujourd'hui, quand on est à l'atelier, on parle, surtout dans notre atelier de peinture, quand on parle du taf des gens, ils ont souvent un truc très... sur soi-même, c'est très personnel, ils vont beaucoup parler d'eux. Je pense que c'est aussi à la mode aujourd'hui. Mais est-ce que toi, parfois, c'était quoi ton rapport à l'intime dans ton travail, puisque c'est quand même beaucoup ta vie? Alors, ça, par exemple, c'était une bataille, parce que moi, j'ai eu, par exemple, un directeur des Beaux-Arts de Paris qui m'a dit « mais votre grand-mère, on s'en fout complètement, quoi ». Voilà. Donc, c'était un sujet... et moi, je dois dire que j'ai beaucoup adoré, enfin, j'aime beaucoup l'histoire de l'art, et que c'était une consolation... ça a été une consolation ou une force de voir que si Courbet ou Manet ils commençaient la peinture en peignant leur papa, leur maman, leur sœur Juliette et tout ça, je vois pas pourquoi je m'interdirais de faire ça avec mon frère Victor ou mon frère Nils. C'est-à-dire que c'était d'un coup qui était le plus important pour moi. Je préfère Manet à écouter un directeur des Beaux-Arts, quoi. Voilà. Et donc ça, c'est aussi cette liberté. Moi, j'ai appris beaucoup à être libre par l'histoire de l'art, quoi. Voilà. Et après, sur le sujet de l'intimité, je trouve que c'est un peu dur il y a beaucoup de critiques aujourd'hui, surtout des vieux peintres, des peintres un peu plus vieux que ma génération, par exemple, qui disent « Ah, mais ces petits jeunes, ils parlent que d'intimité, blablabla ». Moi, je trouve que c'est, encore une fois, si c'est des peintres figuratifs, on va dire premier degré, simple et tout ça, en fait, il faut bien commencer quelque part, quoi. Et généralement, quand on regarde les parcours comme ça de peintre, ça commence souvent par l'intimité pour s'ouvrir après à d'autres sujets. Voilà. Et quant à mon rapport à ma propre intimité ou à mes histoires personnelles et tout ça, mais alors il y en a vraiment, c'est bondé. Mais par contre, c'est bondé comme pour avoir je sais que c'est perso, c'est-à-dire ça n'intéresse pas vraiment grand monde, quoi, en fait. Donc je sais que c'est surtout un objet pour pouvoir avoir envie de faire le tableau. Ça peut être des enjeux personnels pour avoir envie de faire le tableau, mais c'est pas ce qui me paraît le plus important, parce que moi j'essaie encore une fois d'être pas universel, mais d'être en tout cas d'être accessible, voilà, de pas. Et puis j'aime pas la narration en vrai en peinture, ça m'intéresse pas vraiment, quoi. C'est une narration plastique, mais la narration pure, anecdotique, on va dire, c'est pas forcément ce qui m'intéresse. À part le côté anecdotique du fait que le monde est muet et que donc on est revenu à un truc frontal comme ça à chaque fois. Voilà. Mais donc quand tu étais aux Beaux-Arts en 2000, quand tu devais présenter ton travail devant tous ces gens qui... Tu le présentais comme quelque chose de personnel ou tu avais déjà un discours Alors il y avait une stratégie qui était très maligne. Il y a eu beaucoup de stratégies. Moi de mon côté, il y avait un professeur qui s'appelle Joël Carmarek qui m'avait parlé d'un philosophe qui s'appelle Clément Rosset, qui était un peu respecté intellectuellement, on va dire, et tout ça dans l'école, et qui est un philosophe. C'était une des stars de la philosophie contemporaine, quoi. Et donc je suis allé le voir et on est devenus copains. Et donc d'un coup c'était mon copain philosophe. Et donc il m'a appris j'ai appris plein de choses grâce à lui. J'ai lu Wittgenstein ou des choses comme ça, donc j'avais un tout petit peu de bagou, on va dire intellectuel, pour aplatir les gens qui allaient m'embêter avec mes peintures. Alors c'était pas du tout sensible comme rapport, mais par contre j'avais un rapport à dire oui, j'avais toute une démonstration pour prouver que c'était intéressant de peindre aujourd'hui des choses comme ça, quoi. Voilà. Mais c'était pas très intéressant au final. Et puis l'endroit où j'ai le mieux peint pendant ces 6 années, parce que je suis resté 6 années aux Beaux-Arts, je suis rentré à 17 ans, c'était dans un stage pendant 3 mois à Lacambre, où d'un coup, juste les professeurs étaient gentils, ils me disaient « Ah, c'est bien ce que tu fais, c'est beau et tout ». Et en fait, j'ai explosé à ce moment-là. C'était un moment où j'étais... voilà. Donc c'était beaucoup plus agréable. Donc le côté douleur, ça fait perdre du temps, c'est tout, quoi. Voilà.
Quand on était dans ton atelier, et la semaine dernière, on était assis comme ça, et là il y avait toi, là il y avait ta peinture que tu préparais pour ton prochain expo, et là il y avait peinture de cul de vache. Ouais. Et du coup ma question c'est, pourquoi tu peins Auschwitz, Tchernobyl, et aussi les culs de vache, les grand-mères mortes, les femmes allongées, nues parce que justement, j'ai pas. Alors ça pourrait être un défaut. C'est un défaut, on va dire, stratégiquement comme artiste, puisque il y a quand même beaucoup d'artistes qui ont une ambiance ou on va dire une tonalité affective et qui font des variations autour de ça. C'est une chose qui me paraît très moderne, très art moderne de faire des variations. Voilà, ça, c'est une grande discussion que j'ai eue avec Cécile Debré, avec qui on a un entretien, mais sur le rapport au chef-d'œuvre, le rapport au tableau unique. Voilà. Et moi, je cherche le tableau unique, c'est-à-dire je cherche à dire les choses une fois, pas 26 fois. Voilà. Et j'ai un besoin existentiel de pousser le truc jusqu'au bout, de m'abîmer dans ma confrontation à la réalité et de vraiment modifier ma peinture en fonction du sujet. Et donc, dans ce cadre-là, c'est vrai que quand je fais Auschwitz pendant 3 mois, j'ai pas envie d'y retourner après, quoi. Voilà. Et après, le fait que ça soit le rapport qu'il pourrait y avoir entre le cul de vache et Auschwitz, c'est que j'essaie quand même de trouver une manière de représenter. Alors, le tableau est toujours pas fini. Pour ceux qui étaient venus à l'exposition L'Impuissance, il est toujours pas fini. Il est toujours voilà, je suis toujours en train de faire de l'herbe. Mais le point commun entre les deux, c'est que j'essaie d'avoir un point de vue sensible, différent ou original. C'est discret, hein, c'est pas forcément. Mais par contre, je pense pas qu'on ait vu un cul de vache comme celui-là, une vache comme celle-là. Alors quand même, une vache, c'est la chose la plus, c'est une chose commune, quoi. Et donc ça m'intéresse de montrer que on peut remontrer un cul de vache. De la même manière que je pense qu'Auschwitz, mon tableau, je l'aime. Après, il y a eu le film Zone of Interest, il y a eu le livre de Serge de Yasmina Reza ou des choses comme ça. Mais je trouvais que j'avais montré une manière de montrer Auschwitz que je trouvais vraiment intéressante, quoi. Voilà. Et Tchernobyl, du coup. Alors Tchernobyl et Auschwitz, en fait, ça venait de l'envie de montrer des lieux qui étaient censés être des lieux de la catastrophe, qu'on avait d'une manière, on a une appréhension comme ça où on se dit c'est là où est le mal, et de les montrer le plus banal du monde, c'est ramener justement à cette banalité pour montrer qu'en fait la catastrophe elle est partout et il n'y a pas de lieu spécialement. Voilà. Et d'ailleurs il y a un des tableaux qui est un tableau qui ressemble à une zone industrielle dont toi et Victoria et Yeva vous êtes rendu compte tout de suite que c'était Tchernobyl, alors que les gens, s'ils n'ont pas le cartel, ils ne voient pas que c'est Tchernobyl parce que ça ressemble à une zone industrielle toute simple, voilà, avec ce qu'on appelle le sarcophage, mais pour nous d'ici, on ne comprend pas, voilà, on ne voit pas le truc, quoi. Voilà. Merci beaucoup. Bon, même si tu fais une vache qui va être un sujet plus simple, tu vas quand même la retourner et faire son cul, et puis ensuite on va avoir des soirées hyper alcoolisées, on va avoir de l'alcool, on va avoir des gens à l'hôpital qui vont très mal, même les scènes un peu de beaux paysages, entre guillemets. Genre des beaux paysages, ça va être Auschwitz, des endroits un peu de catastrophe, c'est toujours des endroits et même des actions qui sont toujours assez... en fait, il y a un calme malsain un peu dans tous les sujets, et c'est un peu quel est ton rapport au malsain et pourquoi pas faire la vache de face, quoi. Parce que justement c'est bien parce que on l'a eu. Ouais. non, ça arrive. Des fois ça tombe comme ça, puis des fois ça met un peu de temps à monter. Le malsain, c'était ce qui m'intéresse, c'est qu'en gros, à quoi ça sert de faire de la peinture aujourd'hui, quoi. C'est-à-dire qu'il y a des images dans tous les sens, on pourrait se dire ça sert pas à grand chose de rajouter son petit caca au monde, voilà. Moi, ce que je cherche à faire, c'est un peu des contre-images, c'est-à-dire à penser, à voir toute la masse d'images qu'on se prend dans la tête tout le temps et d'essayer d'être plus précis, de prendre plus de temps, plus de soin et de montrer une image incarnée comme ça qui raconterait quelque chose de plus profond ou de plus pensé que tout ce qu'on se prend dans la tronche. Voilà. Et donc le malsain me paraît important à ce moment-là parce que je trouve que le tragique n'a pas beaucoup de place dans notre existence, mais pas beaucoup dans nos représentations. Donc voilà, j'imagine que beaucoup de gens vont à l'hôpital et ils ne pensent pas à aller faire des photos d'Instagram de ce qui se passe à l'hôpital. Voilà. Si. Ah ouais ? Ouais. Non, vraiment ? Ah, ok, tu fais ça pour me casser le... Non, mais en gros, il y a un rapport comme ça, il y a un rapport au malheur, à la tristesse, Généralement, quand les gens disent ça va, moi je dis non, ça va pas. Je préfère dire voilà, et je trouve que c'est important que ça serait un retournement un petit peu, d'arrêter de croire qu'être adapté à ce monde qui va pas bien du tout, c'est être malin. Non, c'est vraiment horrible. Moi, à la limite, il faut être vraiment désagréable, quoi. Donc le malsain, en fait, c'est un petit truc un peu politique de
en fait, on n'est pas si bien, on n'est pas si heureux, c'est pas si chouette, tout va pas bien, voilà. Et donc même ma vache, en fait, j'ai envie de la montrer différemment parce que c'est un animal dont on n'a très peu de. Alors pour l'urbain que je suis, on a peu de rapport avec elle et tout ça. Et moi, ça m'intéresse de montrer la cathédrale d'obscénité que c'est. C'est-à-dire que c'est vraiment, il y a un trou du cul, un vagin, des mamelles et tout ça. Et c'est obscène, et tout ça est dans le caca. Enfin bon, il y a un truc comme ça de matière incroyablement folle et suintante et tout ça, dont je trouve qu'on est très loin dans des endroits aseptisés comme ici, quoi. Merci beaucoup Thomas. On va te laisser avec Zoé, Jane et Yeva. Merci. Vous me laissez vraiment une transition. Venez après. Hein. Part. Toutes les... Encore toi ? Ouais, je fais la transition, désolé. Toutes les peintures qu'on voit depuis tout à l'heure, tu les fais avec des photos, tu utilises la photographie dans ton travail. Je dis peut-être une bêtise, mais il me semble même que tu utilises plusieurs photos pour une toile, pour rendre des matières. Je crois que je t'ai entendu dire ça. Ouais. Est-ce que toi, ton envie de peinture, ton envie de sujet, elle vient avant et tu viens prendre des photos pour pouvoir réaliser ta peinture, ou est-ce que tu as une pratique photographique qui ensuite mène à un tri d'image et pourquoi pas peindre cette photo? Alors il y a les deux, il y a des choses, des livres, une envie comme ça de composition où je peux faire poser exprès, je peux faire poser des amis ou aller à Tchernobyl, ou pas aller à Tchernobyl et tout ça, c'était vraiment, j'avais envie de faire une peinture de ça, quoi. Aller à Auschwitz, ça peut être ça. Il y a aussi le fait que moi je prends tout le temps des photos à longueur de temps et qu'en fait il y a des inconscients qui montent. Donc là par exemple j'ai commencé c'est des choses qui se font toutes seules. Donc par exemple la série des fêtes, c'était vraiment que j'allais souvent faire la fête et que j'étais bourré, que je prenais des photos comme ça dans le hasard. Et au bout d'un moment quand j'ai commencé à m'intéresser à ça, en fait je me suis rendu compte que j'avais un stock d'images incroyable dans mon... Alors ça, beaucoup d'artistes font ça, un atlas où d'un coup tu as plein d'images que tu prends. Voilà. Et moi j'ai un atlas qui va de 2009 à aujourd'hui. Où il y a vraiment énormément de photos et ça m'arrive très souvent de passer 2-3 heures à fouiller dedans, se classer par temps et voilà. Et donc la fête, c'est arrivé parce que je me suis rendu compte que j'en avais plein. Là, récemment, je me suis intéressé aux plantes saxicoles et je me suis rendu compte que j'avais pris en photo peut-être, on va dire, une centaine de plantes saxicoles en un an sans que j'y ai pas pensé en fait. Ça s'est fait voilà, de manière sensible. Et donc ça, c'est le truc le plus intéressant. Alors, moi, ce qui m'intéresse le plus, c'est le fait que ce rapport à l'image, ça soit un rapport inconscient. C'est-à-dire que c'est pas... je ne vais pas chercher la maîtrise, quoi. Voilà. Ça, c'est un truc qui se vit. Et là, par exemple, pour ce tableau-là, qui est un tableau qui a mis 2 ans à se faire, qui est dans la serre, c'était un moment où j'étais à Montréal depuis 3 mois. Il faisait très très bien pensé. J'étais là janvier, février, mars. Donc il faisait nuit à 14h et il faisait moins 40 pendant 2 mois. Et en fait, avant de rentrer à Paris, je me suis rendu compte que j'avais absolument rien ramené de Montréal, mais à un point qui était vraiment... Enfin, j'avais pas du tout aimé mon séjour. Mais en plus, j'avais vraiment pas fait de quoi trouver une peinture et tout ça. Et il y a un truc qui s'appelle le Biodôme à Montréal, donc c'est pas là mais c'est à côté, où ils ont reconstitué des biotopes là-bas. Et j'y suis allé, mais genre 3 jours avant de prendre l'avion. Et là j'ai fait des photos pendant, on va dire, une journée où après j'ai fini dans cette serre de papillons alors qu'il faisait moins 30 dehors. Et en fait, j'ai fait 8 tableaux après avec cette journée-là de photos, quoi. Voilà. Donc ça, c'est un truc, et ça m'a pris peut-être 2 ans de ma vie à faire ces tableaux. Non, plus 4 ans de ma vie à faire ces tableaux-là, quoi. Voilà, donc c'est des choses comme ça qui savent. Alors j'avais même pas envie d'y aller. J'y suis allé en reculons. Je me suis dit bon, allez, j'y vais parce qu'il faut bien qu'il se passe quelque chose plutôt que rien, quoi. Voilà. Et donc ça, c'était assez. Voilà, c'est des choses assez réjouissantes. Voilà. Mais encore une fois, ça se fait avec de la vie. Et après, le rapport à la photographie, on en reparlera aussi, mais moi, je suis pas sûr que la photographie survive à tout ce qui va se passer avec les IA et tout ça. Et donc, j'ai un rapport très décontracté à utiliser la photographie, à avoir ce rapport-là à la photographie, parce que ça vient un peu de Jean Clarac qui parle de David Hockney en disant que la photographie, finalement, c'est le langage le plus universel aujourd'hui, plus que le chinois ou l'anglais, quoi. C'est-à-dire que tout le monde l'utilise. Voilà. Ton atlas, il est numérique ou où tu l'imprimes? Il était argentique, puis non, et oui, il est numérique. Il est numérique. Avant, j'avais un appareil photo. Maintenant, c'est l'iPhone. Et là, maintenant, en plus, alors, le problème qu'il y a, c'est que les iPhones, ils ont des algorithmes par défaut qui changent la réalité que tu es en train de prendre en photo. Donc ça, j'ai trouvé une application qui change pas la réalité, mais voilà, c'est un vrai. Et puis avant, on prenait des photos comme ça, puis maintenant je les prends comme ça parce que je fais des stories. Et là, j'étais là. Enfin, il y a un petit problème comme ça de.
il y a un petit problème d'image qui est intéressant. Mais en tout cas, oui, en tout cas, mes archives, c'est vraiment très très important. C'est vraiment très important. Ouais. Et pareil, il y a un décalage souvent de temps. Donc là, je suis encore en train de peindre un tableau. L'arbre que vous avez vu chez moi là, il date de 2014, quoi. Donc ça fait quand même 11 ans que, ça fait 11 ans que j'ai fait le tableau. Et me connaissant, j'attends que l'arbre soit effondré pour aller le peindre. Mais il y a ce truc-là, j'ai pas trouvé le kairos pour le peindre. Mais voilà, il y a toujours des décalages, quoi. Ok, merci beaucoup. Merci à toi. Vous n'êtes pas obligé de dire merci, hein, tout va bien. Ouais, mais je te remercie, écoute. On a juste parlé de changement de réalité. Ouais. Est-ce que tu utilises le changement de réalité dans tes images que tu utilises? Tu veux dire de l'IA? Photographie, oui. Ah oui. Là, j'ai essayé et pour l'instant, j'ai pas. Alors oui, ça m'a montré ça parce qu'ils ont fait un truc rigolo avec mon. Ça, c'est qui l'a fait? C'est toi, hein? C'est Eugénie qui l'a fait. Ouais. Vous l'avez fait ensemble, voilà. Donc ça c'est mon tableau, et ils ont fait un truc dégoûtant sur mon tableau, voilà. Et ça c'est avec de l'IA. Voilà. Mais ce que je trouve rigolo, c'est qu'ils ont mis des bouts de plastique là, vous voyez, ça je sais pas si t'as rajouté ou. Ouais, t'as dit mets des bouts de plastique sur le. Ah, mets de la poubelle, mais les bouts de plastique aussi? Oui, en fait. Non, mais je crois que le plastique est arrivé comme ça. Hein. Non. Il est arrivé de lui-même ou pas? De la merde. J'ai sélectionné le sable et j'ai mis. Je veux que tu mettes des débris de poubelle. Ah ok. Parce qu'en vrai, dans le tableau, c'est un tout petit détail, voilà. Il y a des petites pointes vertes dans les algues. Alors là, ça se sent pas parce qu'on voit rien évidemment, mais il y a des petites pointes vertes plastiques pour montrer qu'il y a déjà du plastique. Parce qu'il y a 14 millions de tonnes de plastique par an qui sont versées dans les mers. L'IA, moi, la très bonne nouvelle, à mon avis, je maîtrise rien du tout, hein, on va pas se mentir, mais la très bonne nouvelle, c'est qu'on va arrêter de croire qu'une photographie, c'est la réalité, quoi. Et ça, c'est un truc que tout le monde sait et tout ça. Mais je pense qu'une fois qu'on aura eu 2-3 scandales, un président élu grâce à ça, une manipulation d'images hyper violente et tout ça, je pense qu'on va arrêter de croire aux images. Et ça, c'est une très bonne nouvelle pour les peintres, parce que nous, on est des machines à faire des choses fausses, quoi. Et on le dit puisque c'est fait en peinture. Donc il y a ce truc-là de Xeusis à Parasios, toute l'origine de la peinture, ça a toujours été de dire la vanité de la peinture, de dire à quel point c'était une image fausse, mais elle est d'autant plus fausse qu'elle est vraie. Donc ça, c'est l'esthétique. Ça, on a mis ça dans le livre. C'est l'esthétique classique du XVIIe siècle, c'est qu'il y a un plaisir à voir que c'est faux, à constater que c'est faux et comment ça a été faux, quoi. Et ça, c'est un vrai sujet. D'ailleurs, je vous invite à acheter les 14 tomes de l'Académie des Beaux-Arts aux éditions des Beaux-Arts. C'est un énorme bouquin, mais c'est un bouquin génial où on voit des textes de Philippe de Champaigne, Poussin, tout ça, et c'est trop bien. Mais en tout cas, ce sujet-là, c'était vraiment un sujet qui a toujours été le cas. Il y a évidemment la phrase de Godard, ceci n'est pas une image, mais juste une image. Ceci n'est pas une image juste, mais juste une image. En gros, ça, je pense que c'est une grande nouvelle pour nous. Et après, l'autre truc que je vois aujourd'hui, mais je pense que ça va changer, ça va se libéraliser. Mais en tout cas, le ChatGPT d'aujourd'hui, il est un petit peu comme Bernard Arnault. C'est-à-dire que Bernard Arnault, quand il a une collection, il dit qu'il veut pas il veut pas de mort, il veut pas de sexe. Voilà. Et là, c'est un peu ce que fait ChatGPT, c'est-à-dire qu'on ne peut pas pousser les choses à des choses monstrueuses, et il n'y a pour l'instant pas de sexe. Ce qui est quand même assez étonnant, parce que c'est une des premières choses sur Internet, une première innovation sur Internet qui ne passe pas par la sexualité. C'est-à-dire qu'il y a eu l'ubérisation, c'est passé par la sexualité, les vidéos sur Internet, c'est passé par la sexualité, et là, c'est la première fois que ça passe pas d'abord par ce truc-là. Je pense qu'il va y avoir un gros clash, à un moment donné, un truc horrible qui va nous tomber dessus, une IA cochonne qui va nous tomber partout, où on pourra mettre la tête de tout le monde dessus, et voilà. Mais en tout cas, ce rapport à l'image, je le trouve vraiment intéressant, parce que déjà la photographie, elle souffre un peu par rapport. On sait qu'il y a eu le photojournalisme, ils acceptent le Photoshop aujourd'hui. Donc qu'est-ce que ça devient une image juste? Enfin voilà, et donc d'un coup la fabrique même de l'image devient un lieu hyper intéressant, politique et tout ça. Voilà. Et je pense que ça c'est une chose moi c'est pour ça que j'ai fait aussi les apparences ou les interviews d'artistes, c'est que je pense qu'on ne fait pas assez attention à l'intelligence des images. Au fait que les images ont un pouvoir énorme et qu'on est absolument assailli d'images, mais il y a très peu d'endroits en fait pour les analyser, en discuter, tout ça, quoi. Pour revenir à la variété... C'est toi qui fais ça? Je mets ton valeur, pardon. Pour revenir à la variété des sujets dans la peinture, ouais. On en a parlé un tout petit peu tout à l'heure. Tu explores beaucoup de sujets différents, beaucoup de thèmes différents dans tes peintures. Et si on te dit un peu grossièrement que ça, tu peux le faire, tu peux te permettre de le faire parce que ta peinture et ton style est reconnaissable, qu'est-ce que tu réponds?
Alors je vais repartir par l'IA. C'est que là, récemment, j'ai essayé de faire des copies de Manet par Ingres ou des copies de Manet par Titien. Et en fait, l'IA, elle n'est pas encore assez fine pour, comme ça passe par les mots, elle peut décrire le style de Titien avec 2-3 mots, mais en fait, elle n'est pas assez fine pour vraiment rendre ce truc rigolo. Pareil, j'ai demandé à Les Trois Grâces de Rubens, je lui ai demandé de les faire avec des hommes. Il n'arrive pas à faire encore la matière Rubens, la texture Rubens et tout ça. Et c'est vrai que moi, le style, ça n'a jamais été une question... alors, ça peut être très pratique, on va dire économiquement, encore une fois, pour exister dans une foire, c'est-à-dire d'avoir une manière de peindre qui est vraiment reconnaissable, son petit... on va dire son petit protocole qui fait que c'est reconnaissable. Moi, ça ne m'a jamais posé question. Parce que ce qui m'intéresse, encore une fois, c'est quand je peins la mer pour la première fois de ma vie, comme là, j'essaie d'être abîmé par la mer et de trouver qu'est-ce qui, dans la mer, comment je vais trouver ma mère à moi, pas ma maman, mais ma mère, MER, comment je vais réussir à en faire quelque chose de vraiment personnel. Sachant que, par exemple, je suis photoréaliste, mais alors ça, d'un coup, c'est chiant parce que si je suis photoréaliste, certes, mais la mer figée, comme ça, des vagues figées, c'est embêtant. Donc, il faut trouver une narration plastique pour changer la chose et tout. Enfin, voilà, c'est une vraie... donc, moi, ce qui m'intéresse, c'est d'être, encore une fois, modifié parce que je peins et que la peinture bouge comme ça, toujours en restant vivante. Donc, c'est vrai que je ne crois pas que j'ai un style très reconnaissable. C'est-à-dire, en vrai, il faut vraiment s'y connaître en Thomas Liviane pour se dire « Ah, c'est un Thomas Liviane, blablabla. » quoi. Mais en gros, moi, ce n'est pas mon intérêt, ce n'est pas mon sujet non plus. Alors ça, c'est des grandes discussions que j'ai avec Cécile Debré aussi sur la modernité. C'est que moi, j'ai beaucoup de mal avec la figure de l'artiste moderne, très viriliste comme ça, qui va dire je serai le dernier dans l'histoire de l'art, je serai le premier à faire ça, Malevich, Chagall, ou des choses comme ça, qui sont des artistes qui m'intéressent, que je trouve brutaux en fait. Voilà. Voilà. Oui, mais je les trouve brutaux. Ouais. Je les trouve brutaux quand on compare, je sais pas, on compare Memling et Petrus Christus et Gérard David. Ils sont différents et pourtant c'est moins brutal quand même. Voilà. Donc moi c'est vrai que je cherche, j'aimerais, je sais pas, c'est pas le cas, mais j'aimerais bien avoir ce degré de finesse, sachant que par mon chouchou c'est Philippe de Champaigne qui est pas l'artiste le plus facile qui a un style discret quoi, en rentrer en dedans. Voilà. Sinon, tu peins et tu fais aussi les apparences. Tu as aussi orchestré l'exposition La Journée des peintres au musée d'Orsay. Ouais. Oui. Et du coup, tu fais plein de choses en dehors de la peinture. Et pourquoi, en fait, tu t'embêtes à faire ça en dehors de peindre quoi ? Alors, pourquoi je m'embête ? Moi, c'est pour que vous ayez une scolarité hyper agréable aux Beaux-Arts de Paris. Désolé, c'est déjà pas mal. Quoi. Mais en fait, je m'embête pas. C'est la question qui s'est posée. C'est que c'est vrai que... Alors, peut-être Nice, mais la bonne image, c'était les vidéos et tout. La question qui s'est posée, c'est que j'ai eu l'occasion d'organiser un colloque au Collège de France en 2014. Vous avez vu que j'étais brimé quand même à l'école, quoi. Donc j'avais besoin de me venger un petit peu ou de me faire des choses comme ça. Donc j'ai organisé un colloque notamment avec Jeff Koons au Collège de France en 2014, grâce à Facebook, mais on y reviendra après. Où j'ai invité des peintres contemporains, donc c'était avec Claudine Tiercelin et Marc Molck, un autre artiste. On a invité des peintres contemporains très connus et des petits Français moins connus comme Evan Nilsson, qui était tout un bébé à l'époque, Damien Cadieux, un bébé. À parler de leur pratique, parce que c'était justement montrer que la pratique artistique, c'était une pratique intellectuelle, vraiment anticonceptuelle. Après, quand ils m'ont pris à la Villa Médicis, j'ai organisé un truc qui s'appelle La vitalité de la peinture contemporaine, où j'ai présenté 120 peintres de la scène française en moins de 2 heures. Parce que l'idée, c'était justement de montrer qu'il y avait toute cette vitalité qui n'était pas relayée dans les médias ou des choses comme ça. J'ai invité Mireille Blanc, toute jeune à l'époque. Voilà. Il y avait Romain Bernini aussi. Voilà. Et en gros, mon idée, c'était de montrer, encore une fois, pas de faire justice, mais de montrer que ça existait et que je ne comprenais pas pourquoi c'était pas plus relayé. Quoi. Voilà. Et puis, il s'est passé quelque chose de plus important encore. Nils, arrête-toi, s'il te plaît. De plus grave, c'est que justement, j'ai pris en compte cette histoire de la dérive climatique. Donc, j'étais à la Villa Médicis, il faisait beau, j'avais le temps de réfléchir. J'ai organisé un colloque qui s'appelle Reconstruire le regard, que vous pouvez retrouver sur la chaîne YouTube de la Villa Médicis, sur la fin du monde. Et je me suis retrouvé dans une situation en tant qu'artiste qui est quand même un peu étrange. C'est-à-dire c'est un milieu extrêmement snob, extrêmement classiste, extrêmement sexiste, un peu raciste, assez violent, où des gens sont assez maltraités entre eux, voilà. Et je me suis dit, en fait, je ne peux pas jouer le jeu de l'artiste normal qui va faire la queue aux institutions, tout en ayant conscience du fait que c'est un petit peu la fin du monde, que tout va à peu près mal, et que je me sens totalement impuissant par rapport à ces choses-là.
j'ai failli arrêter la peinture et tout ça. C'est-à-dire que moi, je comprenais pas pourquoi... je voyais pas comment peindre si c'est pas pour ne pas croire qu'il y avait un futur, quoi. Voilà, on a besoin en tant qu'artiste, on s'inscrit dans le temps, et donc s'il n'y a pas de futur, c'est vraiment une vraie question. Et donc j'ai décidé de changer d'attitude, et on m'a proposé une exposition personnelle dans un énorme lieu qui s'appelle à 100 mètres du centre du monde. Et j'ai organisé une exposition. Je leur ai dit que j'allais pas faire cette exposition perso. C'était juste après le Covid. Et je leur ai dit, on fait une exposition de groupe. Et donc, j'ai présenté 50 peintres de la scène française. Là, peut-être tu montes la... Voilà. 50 peintres de la scène française. Ça faisait très longtemps qu'il n'y avait pas eu une expo de ce type-là. Avec des générations différentes. Voilà. Le fait est que c'était dans une mairie. La mairie de Perpignan venait de passer Front National. Donc, Louis Alliot. Et ça faisait partie de mon envie aussi de faire une exposition de peinture de la scène française où il y avait évidemment des noms bigarrés, et c'était pas l'idée de la scène française, c'est que c'est les gens qui travaillent en France, c'est pas les Français de sang ou je sais pas quoi. Enfin voilà. Et donc il y avait ce truc-là très joyeux qui s'est passé, et j'ai voulu l'animer parce que j'allais peindre dans mon coin. Et là il est arrivé un je ne peux pas ne pas, puisque mon frère Nils Lela, qui est ici, faisait du Twitch, donc c'est un truc de jeune avec des jeux vidéo et tout ça. Enfin voilà, je vous laisse passer le truc. Et je me suis rendu compte qu'on aurait pu faire des interviews d'artistes pour animer l'exposition. Et donc j'ai commencé avec Mireille Blanc, le numéro 1, et on a fait des interviews d'artistes comme ça sur YouTube et Twitch. Et on en a fait 8 pour animer l'exposition. Puis en fait, on a continué, parce qu'on est tous les deux un peu obsessionnels, et on est arrivé aujourd'hui à 93 interviews d'artistes. Voilà. Et c'était une manière de mettre en valeur une scène, de prendre soin des autres, de passer... ça prend pas tant de temps que ça, même si c'est un peu spectaculaire, parce que ça prenait en gros 8 heures par artiste, que les artistes, je les connaissais, donc en fait, ça me demandait pas beaucoup de travail. Et par contre, c'était très intéressant de prendre soin comme ça d'un milieu, d'un coup... se rendre compte que tout le monde a les mêmes problèmes, enfin voilà, de faire parler des artistes, parce que moi, la parole des artistes, finalement, on n'entend plus trop, quoi. On n'entend pas trop ailleurs, quoi. Voilà. Moi, mon point en tant qu'artiste, c'est que j'ai envie d'avoir un milieu, une émulation qui fasse que je serai un meilleur artiste. Si c'est aussi pour ça que je le fais, c'est que d'un coup, il y a plus de vie, il y a plus de vitalité, quoi. Voilà. Et on est arrivé à ce truc rigolo qui est que donc le Nathanaël Herbelin et Nicolas Gosserand, conseiller art contemporain du président du Musée d'Orsay, m'ont proposé une journée, m'ont proposé de faire un truc autour des apparences. Et on a fait finalement le jour des peintres avec tous les artistes, avec beaucoup d'artistes qui étaient en confiance plus ou moins avec moi, parce que on avait bien travaillé ensemble. Et donc on a fait cette exposition qui était un peu étrange, voilà, d'un jour, qu'on va peut-être refaire d'une autre manière, où d'un coup les artistes étaient devant leur tableau à parler avec le public. Il y a eu 17 000 personnes en une journée, donc c'était très, voilà, ça a beaucoup secoué. Et c'était très joyeux et très simple comme ça. Et encore une fois, c'est ma bagarre, on va dire, à ce moment-là, c'est de trouver une manière de montrer l'art, de partager l'art en passant par les artistes. C'est-à-dire qu'un des meilleurs compliments que j'ai sur ma chaîne YouTube, Les Apparences, qui a plus de 600 000 followers, 600 000 vues aujourd'hui, c'est que les gens me disent « j'ose rentrer dans la galerie parce que l'artiste est sympa ». Voilà. Et en fait, c'est tout simple, mais moi, en tant qu'artiste, moi, je trouve que c'est notre travail d'être vu. Voilà. J'ai arrêté là, c'est un peu long déjà. Je vais parler un peu de l'école. Quand je suis étudiant, je veux poser une question de ta technique. Est-ce que tu tiens toujours la même technique ou est-ce que tu triches? C'est quoi tricher en technique? Ça, je me suis demandé. Je pensais que c'est quand tu apprends les peintures là, à Beaux-Arts aussi, est-ce que tu gardais la même technique depuis maintenant? Est-ce que j'ai une technique qui n'a pas bougé du tout? Oui. Est-ce que ça bougeait ou pas? Ah bah non, ça bouge tout le temps. Oui, j'apprends tout le temps. Quoi? Et comment tu peux expliquer ça? Par exemple, les aquarelles qui sont là, elles sont chronologiques dans le livre, elles se sont améliorées par elles-mêmes, en fait. C'est-à-dire en faisant, ça s'est amélioré. Et après, il y a eu un petit moment où je voyais que ça se ralentissait, où il n'y avait plus de progression, donc j'avais plus envie de le faire, quoi. Voilà. Mais la technique, quand tu parles de triche, moi je conseille aux étudiants de tricher. Il faut tricher tout le temps, partout, à longueur de temps. Il n'y a pas d'endroit où il y a de la morale là-dedans, en fait, quoi. Donc il faut tricher de toutes les manières possibles. C'est vachement intéressant de tricher, quoi. Quoi? Je parlais un peu de tricher. Est-ce que tu fais les techniques
traditionnel, tu veux dire ? Traditionnel, ouais. Bah, ça, encore une fois, j'ai une technique, on va dire, qui pourrait être traditionnelle, sauf que j'ai pas la tradition de base. Donc ça, j'ai pas appris, personne m'a appris. Donc j'ai pas eu de passage d'un professeur qui m'a tout expliqué et que j'aurais pris. Moi, j'ai appris la technique par des livres, par essayer, rater encore, rater mieux. Enfin voilà, et il n'y a pas eu de passage de témoin ou d'apprentissage par des professeurs, quoi. Après, ce qui est vrai, c'est que moi, j'aime bien inventer des techniques. Donc là, par exemple, ma manière de peindre l'aquarelle, elle est un peu originale parce que j'arrive à un effet gouaché comme ça, très épais. Alors généralement, mes techniques sont laborieuses, mais voilà. Donc là, c'est beaucoup de couches. Voilà, il y a à peu près 20 couches d'aquarelle par endroit. Quand je fais des fusains, pareil, j'ai inventé une technique aussi. Enfin voilà, ça, c'est un truc qui m'intéresse beaucoup. Mais le côté traditionnel de la peinture, j'aimerais bien plus le connaître. Au contraire, quoi. C'est des fois, moi, j'aimerais bien retourner à l'école avec un vrai technicien. Voilà. Après, il y a une rigueur qui m'intéresse beaucoup quand même dans la technique, parce que en fait tout se voit en peinture, donc n'importe quelle erreur, je ne devrais pas raconter ça, mais là j'ai un tableau qui fait 1m80 sur 1m80 que vous avez vu là, il est tombé pendant la nuit dans mon salon, et d'un coup il y a un petit pet à un endroit, et en fait ça me rend malade. Voilà. Mais donc c'est un truc, ce que je veux dire c'est que c'est un objet, il faut être hyper exigeant, quoi. Il faut être tout le temps, tout ce qu'on rate, tout ce qu'on fait pas bien, et d'aller là dans le tableau, quoi. Récemment, j'étais à Rome, j'ai vu le tableau d'Innocendis de Velázquez, et en fait, j'ai passé beaucoup de temps en me disant, je vais attendre de trouver les problèmes, quoi. Et en fait, c'était rigolo parce qu'au bout de 20 minutes, je commençais à avoir des petits problèmes. Il y a des petits problèmes, quoi. Il y a des petits. Voilà. C'est quel ? Il y a des petits trucs où il triche. Voilà, il y a des trucs où voilà. Et donc ça, je trouvais ça. Évidemment, c'est le plus beau presque, c'est le plus humain, quoi. Mais voilà, c'est pas l'idée, c'est pas d'être parfait. Enfin, la perfection, voilà, c'est qu'est-ce que c'est. Mais en tout cas, c'est un truc qui m'intéresse, ouais. Voilà. Merci. Tu es très investi sur les réseaux sociaux, tu as une chaîne Twitch. J'ai encore Facebook. Ouais. Facebook, YouTube, tout ça. C'est quoi la place des réseaux sociaux ici maintenant pour les peintres contemporains ? Alors maintenant, je ne sais pas. Par contre, c'est vrai que moi, les réseaux sociaux, ça a été un vrai contre-pouvoir par rapport à comment ça marche le monde de l'art. Puisque par exemple, là, vous avez vu qu'il y avait en gros le colloque que j'ai fait au Collège de France, c'était grâce à Facebook, parce que j'avais organisé un groupe qui s'appelait Art Quiz, où d'un coup on mettait des détails de tableaux et les gens commentaient, et il y avait un effet nivelant de Facebook en 2008 où tout le monde parlait les uns avec les autres, et donc il y avait à la fois un professeur au Collège de France, Claudine Tiercelin, et des jeunes artistes qui découvraient Facebook. Tout le monde découvrait ça en même temps, et donc il y avait une vitalité comme ça qui a été relayée grâce à ça, quoi. De la même manière que je pense que le succès des Jours des Peintres, des choses comme ça, c'est un truc tout bête que je pousse les institutions à y penser, c'est que quand on fait une expo de 80 peintres de la scène française vivants, c'est 80 influenceurs aussi, quoi. C'est-à-dire, ils ont tous des comptes, donc il y a plein de choses à faire, vachement plus intéressantes que ce qui se passe aujourd'hui, à mon avis, autour de toutes ces choses-là. Encore une fois, comme un contre-pouvoir, c'est-à-dire qu'il y a, je pense à quelqu'un que j'ai interviewé, par Margot Brudvin, que j'ai interviewé dans Les Apparences, c'est vraiment intéressant parce qu'elle comble un manque des institutions, quoi. Voilà. Et après, pour montrer son travail, évidemment, le problème numéro 1, c'est qu'on va dire que les gens pensent l'avoir vu parce qu'ils l'ont vu sur Internet, quoi. Voilà. Et donc ça, je pense que c'est aussi un mécanisme qui... Les gens vont plus sur des applis de rencontres, donc peut-être qu'à un moment donné, on va se retrouver à faire des choses en commun, quoi. Voilà, c'est-à-dire qu'il y a un côté, on va être lassé d'être dans son lit à regarder son iPhone pendant toute la nuit, quoi. Voilà, il y a un moment donné, je pense qu'on va avoir besoin de commun et de vivre des expériences. Là, le Jour des Peintres, ce qui était très beau aussi, c'est que c'était une expérience à vivre humaine ou de partage, voilà, où on retrouvait un lieu commun, quoi. Et moi, c'est un vrai sujet, je trouve, aujourd'hui, c'est de fabriquer encore une fois des expériences où tout le monde est accepté, tout le monde est inclus et on peut se mélanger tout en n'étant pas forcément d'accord ou je sais pas quoi, mais en tout cas qu'il y ait ce truc-là vivant de se retrouver, quoi. Voilà. Je sais pas si j'ai bien répondu, mais si, ça et sinon, évidemment, le fait est qu'avec Nils, par exemple, Twitch et YouTube, ça a coûté 300 € de micro et c'est très facile de faire des choses, quoi. Donc ça, c'est aussi un vieux sujet que je me souviens de Justine Trier, ultra énervée en étant à la FEMIS à un moment donné, où les étudiants lui disaient on a passé le moyen pour faire un film et tout ça. Elle a sorti son iPhone en disant voilà, enfin je veux dire, vous vous rendez pas compte ce que c'est comme chance aujourd'hui, quoi. Voilà. Donc il y a plein de choses, il n'y a pas moyen de dire qu'il n'y a pas de moyens. Voilà. Merci. Et on est aux Beaux-Arts et on est avec des étudiants.
Quel conseil tu peux donner aux étudiants pour leur avenir en tant que jeunes artistes et artistes même plus vieux? Je sais pas si j'avais pas préparé ça. non, mais je sais pas si j'ai des conseils. J'ai pas à donner de conseils. Hein, mais moi, je dois dire que j'ai déjà du mal à me s'occuper de moi. Hein, mais le point, c'est quand même de penser un petit peu plus large que l'école, on s'en fout, ça c'est sûr. Si vous voulez dire dans un CV que vous avez les félicitations, personne ne va les vérifier. Donc allez-y, faites-le tout de suite. Hein, même sans, voilà. Tout ce qui est école et tout ça, on s'en fiche complètement. Tout ce qui est école avec les moyens, il faut tout prendre. C'est-à-dire qu'il faut tout utiliser, tout essayer, parce que dehors, c'est beaucoup plus dur. Faut pas stresser sur le diplôme, faut stresser sur ce qui vient après, qui est le vide, qui est un peu plus compliqué. Ça rigole moins. Là. Et après, ce serait même encore un peu plus grave, puisque je trouve qu'il faut quand même penser à... Alors là, on a parlé du malsain, des conditions et tout ça. Moi, j'aimerais pas sortir d'école sous Marine Le Pen, quoi. Voilà. Et donc ça, c'est un vrai sujet aussi de comment la politique peut vous rattraper. C'est-à-dire, on est quand même dans une situation ultra abîmée en France, et il faut bien se rendre compte que c'est dans 2 ans, quoi. Voilà. Donc moi, c'est vrai que je m'agite beaucoup encore là autour du jour des peintres, de tout ça, de blabla, mais je l'ai fait aussi parce que par exemple, le jour des peintres à Orsay, on a failli le faire comme Premier ministre Bardella. Hein. Ça nous est tombé dessus comme ça. Moi, j'étais là genre, ouais, je suis content. Là. Donc c'est un vrai... voilà. Je trouve qu'il faut quand même bien penser à toutes ces choses-là. Et après, là, en stratégie pure d'artistes et tout ça, là, les artistes qui ont bien marché dans la génération au-dessus de vous, ils étaient tous en groupe, ils étaient très reliés. Donc, je pense à Nathalie Herbelin, Jean Clarac, Apollonia Sokol, Christine Safa et tout ça. Ils le sont moins aujourd'hui, mais ils ont eu une période où ils étaient bloqués comme ça, ensemble, à partager tout, donner les infos, voilà. Et il faut aussi se plaindre. Ce qui est un truc important, c'est de ne pas garder pour soi tous les problèmes que vous avez, de dire qui sont les gens toxiques, de raconter tout ça, parce que c'est un grand truc du monde de l'art de rien dire et d'être chacun dans son coin. Et moi, je dois dire que j'ai parlé avec 93 artistes là en interview. Ils ont tous des problèmes. Hein. Ils sont assez maltraités et tout ça. Donc, faut arriver, mais vraiment, même des plus hauts, tout ce qu'on veut. Il y a plein d'histoires dans tous les sens. Il ne faut pas hésiter à dire les choses, parce que sinon, elles ne changeront pas plus que ça. Je ne sais pas si ça va comme conseil, je voulais d'autres conseils. Prendre en photo vos œuvres, voilà. Travailler, très important. Travailler. Il n'y a pas d'autre solution que de travailler. Ça, c'est horrible, mais voilà. Il n'y a pas d'autre solution que de travailler. Si vous avez un problème, vous travaillez. Et puis voilà, il faut s'oublier, il ne faut pas y penser. S'en foutre de devoir décrire, de devoir dire pourquoi j'ai fait ça parce que blablabla. Ça, c'est un truc d'école, c'est pas un truc du monde réel. Voilà. Merci beaucoup. Et est-ce qu'on a le temps pour d'autres questions ou... Que dit la mettre du temps? Une question. Tu veux poser une question? Oui, je veux poser une question. C'est quelle communication entre les choix de matière et les sujets que tu choisis? Waouh. Ah oui, non, je parlais de technique plutôt. Ouais, matière, technique. Oui. C'est pour moi. Pourquoi une technique pour un sujet? Oui, c'est quelle matière, quel sujet? Ça, encore une fois, c'est un sujet qui me passionne parce que moi, en effet, je fais du fusain, je fais de l'aquarelle, je fais de la gouache là récemment, je fais de l'huile. Enfin, voilà. Le fait est que, par exemple, à l'aquarelle, je vais faire des scènes de fête et des actions que je ne vais pas faire à l'huile, parce qu'à l'huile, il y a une espèce de lourdeur de la matière qui, aujourd'hui, me paraît pas très... avoir quelque chose de figé comme ça. Alors, je sais bien qu'il y a des artistes qui le font, hein, mais moi, c'est un truc qui me gêne un peu. Ce temps de la peinture, il y a un côté un peu kitsch, je trouve, aujourd'hui, à avoir des gens qui font des grands gestes. En peinture à l'huile, il y a un côté trop lourd, la matière trop lourde pour faire ce sujet-là, quoi. Voilà. Donc moi, j'aime bien les temps de contemplation, les temps d'absorption, les temps de ce qui se passe, qui pourrait durer longtemps un petit peu, parce que ça me paraît être des meilleurs sujets de peinture. Voilà. Et après, le fait est que c'est quand même intéressant ce que tu dis sur la matière, parce que on pourrait me ramener à une peinture, alors on me ramène beaucoup à une peinture hyper réaliste. Voilà, hyper-réalisme. L'hyper-réalisme, c'est peindre la photographie de manière neutre de tous les coins, c'est-à-dire de vraiment coller la photographie.
Moi, j'essaie de faire quelque chose un peu d'hybride parce que y a à la fois quelque chose de photographique évidemment, mais quand même la bouche, elle n'est pas de la même texture que le bouton. Alors, ça c'est un vieux tableau, mais la bouche n'est pas du même texture. Voilà, le mouton, par exemple, le plastique dans l'oreille jaune, il n'est pas de la même matière que le poilu du mouton, quoi. Et donc ça, ce serait pas hyper réaliste comme technique, quoi. Donc c'est souvent un enjeu, voilà, qui est un peu qu'on comprend pas souvent, mais voilà, c'est ça. Je sais pas. C'est bon. Le maître du temps, qu'est-ce qu'il dit? Est-ce qu'il y a des questions dans la salle? Allez, c'est le moment. Parce que là, je sens que vous endormez un peu, alors. N'hésitez pas si vous avez des questions. Sana, alors. Tiens, tu veux? Sana, elle a levé la main. Je reviens sur quelque chose dont on a parlé au début, qui parle toujours de peinture. Et donc c'était la place de la sensation au-delà, je sais pas, des images dont vous partez. Et donc est-ce qu'il y a quelque chose quand même une attache émotionnelle en tout cas dans le fait de peindre, parce que donc c'est des photos, j'imagine pour la plupart que vous avez pris. C'est des photos de choses que j'ai vécues. Donc ouais. C'est souvent des attaches, en effet, des choses de la mémoire, de l'attache émotionnelle. Il s'est passé quelque chose, quoi. Ouais. Okay. Et après, quand vous parlez de sensations, d'attache, en gros, il y a, pour se donner envie de faire un tableau comme où je vais mettre 1 mois et demi ou 1 mois ou 2 mois à se faire, il faut se raconter plein d'histoires pendant qu'on est en train de le faire. Et il y a déjà plein d'histoires en amont, quoi. Pour avoir envie de se la coller, de scoltiner au tableau, il faut qu'il y ait vraiment... ça, c'est François Boiron qui dit ça. Il dit il faut se faire saliver. Donc il y a vraiment, c'est pas une petite chose de commencer un tableau, quoi. Voilà. D'ailleurs, c'est toujours hyper agréable de commencer un tableau. Après, le continuer, c'est plus dur, mais voilà. Mais le fait est que c'est et les photographies, c'est toujours des photographies. Par exemple, je peindrai pas d'après une image IA parce que c'est pas la même chose que d'avoir vécu l'air, l'humidité, la sensation, voilà. La mémoire, tout ça, on a des choses du corps qui sont intéressantes à remettre en corps, quoi. Voilà. Okay. Donc c'est important quand même d'à la fin, en même temps qu'il y ait la photo et donc ce dont vous voulez parler et de l'avoir vécu. C'est quand même une part importante de ce que j'entends. La part existentielle, oui, c'est une part très importante. Mais alors ça, encore une fois, des fois, je vais à Tchernobyl, donc je vais passer 3 jours à Tchernobyl. Je représente Tchernobyl d'une certaine manière, ou Pripyat, mais le point, c'est que j'ai vécu des tonnes d'expériences qui me... Par exemple, je ne sais pas si tu peux mettre Pripyat, Nils. Ok. Mais là, par exemple, voilà, très typique, j'ai dessiné des manifs, j'étais dans les manifs, quoi. Donc j'ai eu l'odeur, j'ai eu les charges, j'ai eu la rage sociale de voir des gens se faire taper dessus, alors que moi, j'étais en veste, donc on ne me faisait rien. Enfin voilà, il y a eu tout ce truc-là, très, très, très simple, mais qui, d'un coup... rentre dans le dessin, quoi. Voilà. Il y a de la mémoire du corps. Et encore une fois, ça c'est aussi un truc qu'il y a par rapport comme par rapport au médium peinture, on va dire, c'est qu'il y a énormément d'inconscient. Et c'est un vrai plaisir de se laisser dépasser par ce qu'on fait, quoi. Voilà. Et ça, c'était une des choses qui m'a le plus troublé en interviewant 93 peintres, c'est qu'en fait, aucun ne sait vraiment ce qu'il fait. Ça, c'est très très drôle. Mais il y a vraiment un truc de non... il ne faut pas aller très loin dans la question pour comprendre qu'en fait, ils ne savent pas par quoi ils sont menés, quoi. Voilà. C'est très beau, ça fait un peu chaman, je sais pas quoi, tout ce qu'on veut, mais c'est quand même vrai. Bonsoir, merci beaucoup déjà pour tout ce que tu partages. Par rapport à ton passage ici aux Beaux-Arts, qu'est-ce que tu as comme souvenir positif de ton expérience d'études? Alors j'ai vraiment eu un prof qui m'a saqué parce qu'il était amoureux de mon amoureuse. J'ai vraiment eu un prof qui m'a demandé de coucher avec lui à 3h du matin. J'ai vraiment eu un prof qui avait jeté 40 tableaux, 40 de mes premières peintures dans une benne. Donc j'ai vraiment un directeur des Beaux-Arts qui m'a dit qu'il fallait arrêter la peinture et faire de la photographie. Donc j'ai quand même eu que des bons rapports. Alors c'est un peu de ma faute parce que vous avez vu, je suis un peu intense. Donc j'ai un rapport intense avec les gens et donc c'est très affectif tout de suite et tout ça. Mais il s'est passé des trucs, quoi. Voilà.
Donc c'est vrai que l'école en elle-même, ce que j'ai gardé, ça s'appelle des amis. C'est-à-dire que c'est ici que j'ai rencontré Justine Trier. C'est aussi ici que grâce à l'école que j'ai rencontré Clément Rosset, que j'ai rencontré Hector Obalk. Donc ça a été. Et par exemple, j'ai fui l'école grâce à Hector Obalk. Donc je me suis retrouvé à filmer les musées de partout en Europe pendant l'école. Donc ça, c'était le côté protecteur social, avoir un peu d'argent et tout ça, c'était super, quoi. Mais non, je peux pas dire que c'était. Que moi j'ai bien vécu les choses, quoi. Mais je pourrais dire que par contre au même moment, Nazanin Puyandé, qui était exactement au même moment que moi dans l'atelier Pat Andrea, elle a vécu ça comme un moment de respiration incroyable. Elle venait d'Iran et que c'était très compliqué pour elle, et d'un coup c'était un moment d'émancipation énorme pour elle, quoi. Moi je veux dire que j'ai pas été conquis, voilà. Et j'ai adoré revenir, par contre, c'était très sympa, voilà. Bonjour. Du coup, j'ai vu par rapport aux photos qu'il y a beaucoup de tables, et je voulais savoir quelle était la place de l'objet de la table dans votre pratique. Ok. Celle-là, je l'avais pas. Mais qu'est-ce que c'est que la table ? La table, c'est le. Non mais alors je vais faire un discours d'étudiant. Qu'est-ce que c'est que la table ? La table, c'est le commun. Qu'est-ce que c'est ? Voilà, et c'est le lieu où on partage les choses. Donc voilà, c'est normal que ça m'intéresse. Non, c'est pas du tout ça que je veux dire. Moi, c'est vrai que encore une fois, dans le rapport à la. Alors si, je peux raconter ça. Moi, quand j'ai peint les aquarelles, ce qui m'intéressait, c'était de peindre de manière un peu, on va dire, désanthropocentrisée, c'est-à-dire pas m'occuper que des humains. Aussi parce qu'en aquarelle, les visages, c'est pas facile à faire, donc on va pas se mentir. Ça, c'est une contrainte technique qui amène un truc, on va dire, plastique. Et d'un coup, le monde des objets devient intéressant. Or, c'est vrai que quand on décadre un peu, qu'on regarde un peu les choses à la Catwoman dans les Batman des années 70 ou des choses comme ça, et les objets, d'un coup, ils ont une vie propre et tout ça. Et quand on est un peu ivre, on a tendance à pas faire de hiérarchie entre les choses. Vous allez être ivre bientôt parce qu'on a 17 litres de gin tonic qui nous attendent. Le fait est qu'on a tendance à pas faire de hiérarchie entre les choses. Et d'un coup, la vie des objets est peut-être plus intéressante. Donc, on a peut-être un rapport au réel plus puissant et plus intense. Donc ça, c'est par exemple, ça c'est beaucoup Clément Rosset qui en parle aussi, c'est les détectives privés dans les romans, ils sont souvent alcooliques. Parce que d'un coup, avec la gueule de bois, ils font pas d'hierarchie, ils voient le détail qui dépasse comme ça. On a une manière de voir le monde qui est quand même très qui passe beaucoup par la pensée. Je vous donne cet exemple que j'adore, qui est le fait que, en fait, si on regarde notre angle de vue, comme ça, on a 90 degrés de sol, quoi. Et franchement, on regarde pas beaucoup le sol. Et par contre, on le voit. En fait, on vit avec, notre cerveau le gère pour pouvoir se déplacer, tout ça, se mouvoir. Mais en tout cas, on fait pas attention à ce sol-là, quoi. Et c'est vrai qu'en peinture, d'un coup, faut faire attention à tout. Donc ça, c'est aussi un vrai sujet que j'aime beaucoup dans l'histoire de l'art, c'est qu'aujourd'hui, l'histoire de l'art, ça va peut-être devenir le lieu où on va retrouver ce qu'était le réel, on va dire le banal, l'Holocène qui a duré 14 000 ans, parce que tout est en train de se détruire, donc ça va peut-être devenir une référence de comment c'était avant, comment c'était stable avant, quoi. Voilà. Donc ça va peut-être devenir un endroit auquel on va s'accrocher. Et pour revenir à la table et au fait, donc les tables avec un énorme bordel d'alcool, de boissons, de surplus comme ça. Ce qui m'intéressait aussi dans ce sujet de la fête, c'est que c'était une des rares, alors peut-être plus vous, je sais pas, après le Covid et tout ça, mais en tout cas, moi, de ma génération, c'est peut-être une des rares traditions qu'on faisait encore ouvertement sans problème. C'est-à-dire qu'on a du mal à aller se marier, ou aller à l'enterrement, ou faire des choses conventionnelles comme le dîner familial et tout ça. Par contre, faire la fête, on y allait franchement. Voilà. Il n'y avait pas de problème. Et en fait, l'origine de la fête, c'était la kermesse ou le carnaval, ou des choses comme ça. Et en fait, à la kermesse, par exemple, on mangeait les restes de ce qu'on avait gardé pendant toute l'année, quoi. C'était un grand moment entre la vie et la mort, où on mangeait tout ce qu'on avait stocké en sécurité à la campagne. Et je trouve ça très intéressant qu'à mon âge, en tout cas à mon époque, on faisait la fête tous les jours presque. Donc d'un coup, c'est comme si on essayait de manger le surplus de notre surproduction et qu'on n'y arrivait pas et que ça devenait quelque chose d'assez morbide ou de malaisant, c'est ça ? Ouais, voilà. Je ne sais pas si j'ai bien répondu, mais j'ai trouvé une réponse, c'est déjà pas mal. Oui. Mais du coup, pourquoi désolé. Pourquoi repeindre du coup une photographie et pas juste s'arrêter à la photo ? Ah, super intéressant. Alors ça, c'est vraiment un bon sujet. C'est que, en fait, il y a une différence tellement grande entre prendre une photo et peindre une d'après-photo que c'est je comprends pas pourquoi on veut pas le penser. Je pense que c'est vraiment par une méconnaissance, encore une fois, de ce que c'est que l'acte de peindre. C'est-à-dire qu'il y a une différence ontologique.
Moi, quand je peins d'après photo, je peins chaque objet ou chaque morceau de ce que je représente. Évidemment, je triche partout. C'est-à-dire, je m'en fiche complètement de ce que je m'en fiche de coller à la réalité qui serait la photographie, parce que je vous ai dit tout à l'heure que je ne croyais pas à la réalité de la photographie. Mais par contre, le fait est que je vais prendre soin et trouver une solution plastique pour transformer, à partir de terre de sienne brûlée, de gris de pen et de blanc, un truc qui a un gros bout, une grosse forme comme ça, en quelque chose qui a une forme de, je sais pas, dentifrice ou de prise électrique, quoi. Et par contre, mon rapport à la prise électrique sera bien différent que quelqu'un qui prend une photo, parce que moi, j'aurais peint la forme de la prise électrique pour essayer de coller le plus possible à cette forme électrique, à cette prise électrique. Et donc, par exemple, moi, j'ai un rapport au monde où, quand j'ai peint beaucoup d'arbres, quand je sors dans la rue, mais je sais que mon rapport aux arbres est beaucoup plus puissant que la plupart des gens, parce que je les ai peints, je les ai mangés, je les ai triturés comme ça. Et il y a vraiment un écart énorme entre peindre son amoureuse et la prendre en photo. Voilà, c'est pas du tout le même rapport au monde. Je sais pas si c'est une réponse, mais voilà. D'accord, merci. Tout le monde me dit merci, c'est agréable. Alors, j'ai une question. Ouais. En fait, quand on est peintre, souvent, un sujet qui nous intéresse beaucoup, c'est la couleur. Et j'aimerais savoir quelle est ton approche, justement, de la couleur. Et là, c'est assez amusant, parce que, justement, tu viens de citer 3 couleurs, 3 tons. Alors ça, c'est drôle aussi, parce que je pense que, dans les interviews que j'ai faites, la partie de la couleur, c'est la partie la moins intellectuelle et la plus sensible chez les artistes. C'est-à-dire que je pense que c'est le truc le plus... c'est vraiment le truc le plus inconscient, le plus, on va dire, caché. Je pense que pas beaucoup d'artistes pensent à la couleur en termes... je sais pas, Matisse qui écrit qu'il faut un rouge, je sais pas quoi, blablabla. Je trouve que les peintres contemporains d'aujourd'hui, en tout cas, ils ont un rapport à ça très très intime, quoi, très instinctif, voilà. Et donc c'est vrai que moi j'ai un rapport à la couleur qui a un peu changé. Moi j'ai toujours fait des peintures froides, j'ai toujours aimé le côté des peintures un peu glaciales, et ça a un peu changé avec le fait que je peignais d'après des images imprimées. Et après, je suis passé à l'iPad. Et là, l'iPad, ça m'a amené un autre rapport à la peinture, parce que d'un coup, je peignais sur des images rétroéclairées, quoi. Et il y a quand même un enjeu assez rigolo, encore une fois, qu'on a vu dans l'impression même du livre, c'est qu'on passe d'un monde en RGB, donc un monde, je sais plus, c'est lumière additive ou soustractive, j'ai oublié, mais enfin, en gros, on passe d'une lumière à une autre, quoi. Une lumière... quand on ajoute les lumières, ça fait du blanc, et une autre où quand on ajoute les lumières, ça fait du noir, quoi. Voilà. Je regardais ça sur YouTube. Mais en tout cas, ce truc-là fait que le regard de partir d'une image abstraite qui vient de l'écran iPad, et que d'un coup, je peux zoomer dedans, je peux me plonger dedans, il n'y a plus de format, des choses comme ça a beaucoup changé mes couleurs, notamment l'arrivée du cyan et du lac de Garance, qui sont arrivés partout, un peu partout, voilà. Et après, c'est beaucoup de la pratique, mais je pense que, moi, j'utilise très peu de couleurs en vrai. C'est-à-dire, je fais maximum de mélange 3 couleurs. Je les mélange souvent sur la toile directement, c'est-à-dire que c'est pas en préparant, parce que en fait, on perd de l'intensité de couleurs à mélanger trop les couleurs entre elles et tout ça. Donc 3, c'est bien. Et puis, et pareil, j'ai pas une palette énorme de couleurs. J'ai plein de tubes, j'adore les tubes, mais par contre, j'en ai pas beaucoup. J'en utilise pas vraiment beaucoup au final, quoi. Voilà. Mais je pense que c'est très inconscient. Voilà. C'est très. J'avais une question par rapport au processus plutôt de la création. Processus de la création. À quel point tu étais en conscience pendant que tu peins, parce que j'imagine que ça prend beaucoup d'heures. Est-ce que tu essaies de ressentir les sentiments pendant que tu as pris la photo, ou est-ce que tu distrais ta conscience avec des vidéos, de la musique, des podcasts, et est-ce que c'est un geste plus manuel qui guide soi-même? Ça dépend. C'est-à-dire, ça peut m'arriver d'écouter des livres audio pendant des heures, ça peut m'arriver d'être dans le silence, Par contre, j'ai pas de. C'est quand même. Moi, je suis pas très mystique. Alors, je vais être honnête. Ça m'arrive de peindre à l'envers. Donc, ça m'arrive de peindre. Je peux peindre un visage à l'envers, ce qui est très agréable. Mais d'un coup, le rapport affectif à la personne, c'est un peu plus. Voilà. Par contre, c'est une concentration continue. Parce qu'encore une fois, je vous ai dit ça, on fait une erreur dans la proportion de peinture mise, on fait une erreur dans l'empattement, on fait une erreur dans la couleur. Ça se voit c'est tout de suite horrible, quoi. Enfin, c'est tout de suite triste. Donc c'est vraiment pas. J'ai pas le droit à l'erreur. L'idéal, c'est de ne pas avoir de repentir. Et c'est quand même aussi un geste. C'est pas une concentration énorme. C'est-à-dire que je peux penser à autre chose. Je peux avoir quelqu'un au téléphone en même temps. Voilà.
Par contre, le geste, il est quand même dans une certaine sensualité, quoi. Voilà. Moi, je vois ça comme un peu comme des caresses. C'est-à-dire qu'il faut arriver à trouver une bonne caresse, un bon équilibre. Voilà. C'est pour ça que moi, je conseille aux artistes, ceux qui veulent faire de la peinture à l'huile, je trouve que c'est vraiment bien de faire de l'encre de Chine et des lavis, des choses comme ça, parce que c'est vraiment un art de l'économie, du geste et de la densité du noir et tout ça qui est vachement intéressant. Et après, ça s'apprend en faisant. C'est-à-dire que aussi, ça j'ai fait une conférence, si vous allez sur YouTube, vous mettez le grand jeu, Thomas Lévy-Lannes, le grand jeu, le Collège de France. Et là, je montre des croûtes, vraiment des mauvais tableaux, parce que j'ai fait des mauvais tableaux pendant 10 ans, en fait, quoi. C'est-à-dire que le vouloir faire quelque chose de très simple, bah, on est sûr de faire de la merde pendant très longtemps, quoi. Après, c'est payant plus tard, quoi. Mais par contre, c'est vraiment aride comme travail. Donc c'est vrai que moi, même des travaux trop réussis aujourd'hui chez des étudiants déjà aux Beaux-Arts, je trouve que c'est vraiment, il y a un petit côté chausson qui m'inquiète un peu. C'est le côté confortable d'avoir trouvé son petit truc, son petite formule. De toute façon, il n'y a pas de... Ça, c'est un truc que j'ai compris aussi, c'est qu'il n'y a pas de solution pour les artistes. C'est-à-dire que ça sera toujours compliqué. Si vous avez beaucoup de succès, c'est compliqué. Si vous n'en avez pas du tout, c'est compliqué aussi. Enfin, il y a jamais de... faut toujours rester inquiet, quoi. Voilà. Voilà. Et donc, ce que je dirais, c'est que la concentration, elle est quand même... le plus dur, c'est de s'y coller. Enfin, pour moi, mais je pense que beaucoup d'artistes, le plus dur, c'est de s'y coller. C'est-à-dire que j'aime bien faire des longues séances de travail. J'aime bien faire une chose dans ma journée. J'aime bien faire que peindre. Et faire des longues séances de travail de 16 heures, parce que le plus dur, ça aurait été d'arriver devant le tableau et de commencer à peindre, quoi. Voilà. Après, c'est pas très physique. Enfin, ça arrive d'être extrêmement physique, mais voilà, moi, c'est très... Un peu méditatif. Le plus grand plaisir que je peux avoir quand je peins, c'est d'oublier le temps. C'est le moment où ça s'est fait tout seul. Et là, c'est trop... Enfin, j'en parle, j'ai des frissons, mais c'est trop agréable quand on est dans ce moment-là où voilà, ça s'est fait comme ça, quoi. Et ça, c'est vrai que moi, je fais des longues... Je travaille quand même beaucoup quand je fais un tableau, parce que la vraie joie, c'est ce climax où tout est simple, quoi. Voilà. Et ça n'arrive pas souvent, hein. Ça arrive pas souvent. Merci beaucoup. Là, je suis un tableau, c'est toujours pas arrivé, je suis en train d'attendre, mais ça fait un mois. Enfin, bon, voilà. Ce que vous avez dit sur l'arbre tout à l'heure qui m'intéressait, parce que vous parliez de peindre quand vous peignez d'après des photos. Comme des arbres, il y en a partout. Le fait que vous parliez du temps que vous passez à peindre, qui n'est pas le même que le fait de faire une photo. Et le fait de passer du temps sur des arbres, et que vous puissiez voir souvent des arbres comme tout le monde dans la rue, n'importe où, est-ce que cette concentration ne vous fait pas regarder différemment ? Je veux dire, l'intensité lumineuse, par exemple, ou au contraire, la discrétion. Par temps couvert, par exemple, les arbres deviennent gris, à la limite du gris et terne, mais parfois même très très beaux. Et quand ils sont très lumineux, ils sont quelquefois pas toujours de très bon goût, parce que le vert devient criard et que ça va pas à côté de ce qu'il y a. Et donc ça pose des, je sais pas, ça pose des questions par rapport au réel. Moi, je trouve que la vision des arbres donne une idée de la distance qu'il y a entre la vision et l'observation. Oui, je suis complètement d'accord avec vous. Et alors, pour un portrait, c'est pire, quoi. Ouais, alors portrait, c'est l'enfer, mais j'ai essayé de faire des choses. Alors, on a eu un débat ici il y a 2 ans, donc ça, vous pouvez le retrouver sur la chaîne YouTube, ça s'appelait Photo ou pas avec ou sans photo, avec notamment François Boiron et j'arrive, ça y est, Marion Bataillard, voilà. Et Marion avait fait un discours très précis sur pourquoi il ne fallait pas peindre d'après photo, il fallait peindre d'après la réalité, tout ça. Là, je sais qu'Amélie Adamo a fait des choses autour du plein air en disant, en mettant en valeur les artistes qui peignent en plein air. Moi, il y a des artistes que j'aime beaucoup qui peignent en plein air. La vraie question que je me pose, c'est la question justement de la lumière. C'est comment, quand on peint en plein air, faut peindre très 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 vite à la Corot. Ou peindre de manière presque abstraite, ou par exemple si vous regardez Cézanne, Cézanne, il y a la lumière qui est dans un Cézanne, c'est presque toute la journée qui est dedans, quoi. Enfin, il y a une espèce de... La lumière est complètement abstraite finalement, quoi. Et ça, c'est un vrai... moi, c'est une chose qui... Le côté figer le temps, c'est un truc qui m'intéresse beaucoup. Alors, j'ai des discussions avec notamment Gérard Tracandi qui me dit « Ah mais oui, mais Thomas, quand tu peins d'après photo, tu peins d'après une lumière morte ».
Et moi, j'aurais envie de dire que les gens qui peignent d'après nature, ils peignent une lumière de fiction, parce que la lumière passe tellement vite que c'est c'est pas possible. Alors, ça peut être intéressant d'essayer de la choper, mais ça me paraît être un enjeu quand même difficile. Enfin, c'est pas voilà. Moi, je me situe plus du côté de la fabrique, je l'assume, du côté du faiseur, du côté de celui qui triche, à essayer de reconstituer quelque chose de vivant et de frais à partir de choses mortes ou un peu des cadavres, quoi. Voilà. Et je trouve que ça m'intéresse plus pour l'instant, mais voilà. Mais c'est vrai que la lumière, je sais pas, je pense à des artistes comme Mathieu Cherkit ou des gens comme ça, mais en fait la lumière du tableau, elle est vraiment de fiction. Voilà. J'arrête. Ça vous va ou pas? Ouais. Il y a Ricardo Cavallo aussi, qui est un artiste que j'aime bien aussi, où sa lumière, et lui il va dans le paysage et tout ça. Il y a un très beau film, on le voit en train de peindre dans le paysage. Mais au final, la lumière, elle passe dans tous les sens. Enfin, c'est une orgie, quoi. Donc d'un coup, faire un tableau qui bouge pas de cette orgie-là, bah, ça donne pour moi une lumière de fiction. Pardon. Je voulais savoir si c'est pas un trop grand retour en arrière lorsque vous abordiez la question de la catastrophe et de la représenter par des images qui étaient sereines. Je voulais savoir, c'est peut-être un grand écart à faire, mais je voulais connaître votre avis par rapport à la question du shitpost, du brain rot aussi, et même de la culture du mème et de l'humour à grande vitesse sur l'internet, et voir comment est-ce que vous vous positionniez par rapport à, je sais pas si, ouais. Aux stories Instagram débiles, vous voulez dire? Entre autres. Ouais. Mais je connaissais pas les noms. C'est shitpost et tout ça. Shitpost et brain rot. Moi, j'en mets beaucoup sur mes stories. Je sais pas si vous suivez, mais moi, j'aime beaucoup ça. Je trouve que les mèmes, c'est vraiment intéressant. C'est un peu plus qu'une phrase qui dit quelque chose. Il y a un côté, un bon dessin vaut mieux qu'un long discours. Et je trouve qu'il y a des mèmes qui sont vraiment intéressants. J'ai essayé de fabriquer des mèmes une fois avec un philosophe de la catastrophe qui s'appelle Jean-Pierre Dupuis, que j'avais invité à la Villa Médicis. Et en fait, lui, il était d'accord pour le faire. Et moi, je me suis écroulé devant lui de paresse, parce que je ne voyais pas comment on arriverait à faire ça. Mais c'est je trouve que c'est un bon... Enfin, moi, les mèmes, ça m'intéresse, quoi. Voilà, ça m'intéresse vraiment le côté, justement, de dire la vérité. Alors, c'est pas une peinture, mais il y a quand même ce truc-là d'essayer de trouver un petit truc juste, un petit détail juste de la vie, comme ça. Et encore une fois, là, le point de... Ça, je pourrais parler... Alain Berland, qui était dans cette école avant, il parlait de peinture patiente, d'image patiente en parlant de la peinture. Et c'est vrai que là, les peintres d'aujourd'hui, je pense qu'on fait des peintures, des images qui mettent du temps à faire, ou qu'on un rapport comme ça charnel, incarné, une image incarnée, dans un monde de production d'images allant encore plus accélérant aujourd'hui avec l'IA, et donc il y a une espèce de résistance comme ça. Alors, est-ce que c'est politique ou pas, je ne sais pas, mais en tout cas, il y a une espèce d'enjeu à l'image. Moi, là, je vais être un peu honnête avec vous, puis je couperai ça au montage, je pense, mais là, ce qui m'intéresse aujourd'hui, c'est qu'en fait, faut créer des nouvelles valeurs dans un monde qui s'effondre, où il va falloir changer de manière de vivre. Dans nos représentations collectives, il faut arriver à trouver des nouvelles valeurs à laquelle on va s'attacher, ou qu'on va aimer, un art de vivre autrement. Et ça, je trouve que l'art, c'est vachement intéressant pour ça. Qu'est-ce qu'on valorise aujourd'hui, comment on le montre, voilà. Et donc c'est vrai que moi, je réfléchis beaucoup à qu'est-ce que je peins, qu'est-ce que j'ai à valoriser. Donc, par exemple, on n'en a pas parlé, mais dans mes peintures, il y a beaucoup de situations où il y a une catastrophe, où il y a un truc qui ne va pas, mais il y a aussi quelque chose qui va, c'est que le monde, il existe et que c'est beau, quoi. Voilà. Et que moi, j'aime la vie, et que j'aime le monde, et que j'ai envie de le représenter, et que la manière dont je le peins, c'est une manière de faire une espèce de prière pour l'existence, à dire voilà, que j'aime le monde, et que j'ai envie de montrer ses formes, et que j'ai envie de le dévorer, que j'ai envie de tout voir, de tout goûter, de toutes les sensualités, toutes les textures, et qu'il y a un plaisir existentiel à être vivant. Malgré la catastrophe, quoi. Donc moi, je trouve que c'est un sujet, voilà, que je trouve intéressant pour aujourd'hui, c'est de comment on revivifie des choses très simples. Donc c'est des choses comme ça d'art de vivre où c'est quand même intéressant. Et ça, c'est intéressant aussi dans le monde de l'art, puisque moi, c'était un des sujets, je m'étais fait taper sur les doigts parce que j'avais dit ça à la radio, mais je trouve que c'est un sujet qui m'avait complètement horrifié. C'est la formation Cartier à Raspail, où il y avait un grand pin de Chateaubriand qui était magnifique, dont l'architecture était intégrée autour de ce pin-là. Et en fait, ils ont fait l'exposition Nous les arbres, qui était très belle, où j'étais pas dedans, mais c'est pas grave. Mais par contre, l'exposition était très belle. Et un mois après, l'arbre de Chateaubriand, qui est un cèdre du Liban, qui était là pour vivre 800 ans alors qu'il avait vécu que 400 ans, a été coupé.
parce qu'a priori, ils ont refait les parkings en dessous et ils ont coupé les racines, quoi. Voilà. Donc ça sert à rien de faire de la morale... moi, je trouve que ça sert à rien de faire de la morale artistique ou d'en faire quelque chose d'artistique si c'est pas pour faire de l'art de vivre à côté, quoi. Voilà. Donc je trouve que c'est plus important aujourd'hui. Voilà. Bon, peut-être j'arrête. Hein. Merci aux étudiants, en tout cas, c'était super. Merci beaucoup. Merci d'avoir été là. Alors qu'il faisait beau, il fait encore tout petit peu beau. Et donc là, on va, si vous voulez, hein, je peux faire des signatures de mon livre. Il y a des hectolitres de gin tonic, c'est une folie. Et c'est quoi c'est juste dans la cour, là, voilà, dans la cour à gauche. Dans le vestibule. Dans le palais des études. Merci beaucoup. Merci Audrey, merci tout le monde. Merci aux étudiants. Merci beaucoup, Thomas. Merci Nils là. Merci.